cette semaine, c'est l'hebdo du gaming, de l'investisseur gaming 21. Record, 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 hein, parce que c'est que des records. Bon, depuis que vous me suivez, vous devez savoir quand même que les records dans le jeu vidéo, bah, c'est fait pour être battu, surtout en ce moment. C'est le lot de tous les marchés qui sont en croissance, hein. Quand vous avez un TAM qui grossit, enfin un total adressable marché, un marché adressable qui grossit, quand vous avez une utilisation qui augmente d'un service, ce genre de choses, bon bah forcément toutes vos métriques, elles vont à chaque fois battre des records. Ça c'est assez normal, on va dire, hein. C'est quelque chose même de plutôt sain. D'accord? Donc ça, c'est pas très très compliqué. Après, effectivement, en ce moment, il y a moins de d'actions liées aux jeux vidéo qui font des records. Ça, c'est clair, hein. On en est assez loin en ce moment, hein. Mais bon, enfin, c'est cyclique. Donc il y a des moments, le marché il adore ça, des moments il aime un peu moins. Ce qui compte quand même derrière et ce qui va faire votre train de long terme, c'est la structuration du marché global du jeu vidéo. C'est vraiment ça qui va faire votre train de long terme. Donc si une action ne performe pas pendant 6 mois, ça ne veut pas dire que son secteur est mauvais. C'est juste qu'elle a performé vachement bien avant, qu'elle va moins performer. Et quand est-ce que la performance va reprendre, vous pouvez pas vraiment le savoir, hein. C'est des choses assez très complexes. Mais quand on est dans une bonne action sur un bon secteur, généralement à très long terme, c'est-à-dire quand on est à très long terme, on est à 3 4 ans, hein. Ne me parlez pas à 1 an ou à 2 ans. À 1 an ou à 2 ans, vous êtes dans du court terme dans la gestion de vie d'un stock, enfin d'une action. Et vous pouvez avoir un marché qui va pas voir pendant 1 ou 2 ans une société et qui va après la faire décaler de 10 fois son cours d'un seul coup en quelques semaines. Ça existe. C'est même assez fréquent dans les PME. Donc vous allez toujours avoir ce genre de société. Or, vous comprenez le marché en avant. Mais après, c'est ça qui est le plus dur. C'est quand vous comprenez bien le marché, que vous comprenez bien une société, c'est quand le marché valorise pas correctement une société. Donc beaucoup vont vous dire le marché a toujours raison. Oui, des fois c'est vous qui vous plantez parce que la société, elle a un problème, vous l'avez pas vu, ce genre de choses. Puis d'autres fois, c'est juste que le marché, bah, il a pas envie de la valoriser à l'instant T. Mais si vous me dites qu'il va la valoriser dans 6 mois, dans 10 mois, dans 11 mois, dans 2 ans, dans 3 ans, on ne peut pas le savoir. Donc à ce moment-là, il faut être patient et se dire est-ce que la création de valeur que va faire la société entre le temps où elle n'est pas valorisée et le temps où elle va se faire valoriser, est-ce qu'en fait mon upside de valorisation tous les ans il monte? Si mon upside de valorisation tous les ans il monte, bah entre guillemets c'est comme si vous aviez un dividende, vous êtes payé pour attendre. Ça veut dire que le gap entre la valorisation de la bourse et la vraie valorisation est de plus en plus éloigné et vous pouvez attendre. Voilà, voilà. Donc je voulais juste dire ça. Du coup, on va y aller. Donc comme d'habitude, un l'avant-propos, tout ce qui est mis en avant ici, c'est pas des opinions d'achat ou de vente de société, hein, c'est purement informatif et c'est vraiment pour comprendre la stratégie des acteurs globaux du jeu vidéo. Si vous voulez acheter ou vendre des sociétés qui sont décrites ici, on vous conseille de prendre conseil auprès d'un conseiller agréé par l'AMF. Voilà, voilà. Et de vous renseigner auprès de votre broker aussi qui peut vous transmettre les bons contacts. Au niveau de l'AMF aujourd'hui, il y a Capcom qui sera cité, Nintendo je crois, peut-être Microsoft, donc ces 3 actions que j'ai en portefeuille. Voilà, je préfère le citer maintenant, hein, quand il y a des actions que j'ai en portefeuille avant. Question de voilà de d'être franc avec vous, hein, dans mes dires et que vous puissiez tout analyser avec toutes les cartes en main. Après, cherchez pas à me dire est-ce que tu l'as acheté pour est-ce que tu penses qu'elle va aller à 100 000 yens, 200 000 yens. Je répondrai pas à ces questions-là. C'est vraiment purement, je vous donne l'information pour être réglementaire avec la l'AMF, mais je vous expliquerai pas et je vous dirai pas dans mon portefeuille j'ai fait ça ou si c'est pas du tout ce qu'on fera, hein. Donc, let's go, on va aller un peu plus loin. Et bah salut Adrien, ça fait plaisir de te voir. Ça fait plaisir de voir les gens de Twitter que ça intéresse. Donc il y a le suivi des ventes consoles, c'est la semaine 21 de 2021, voilà. Il y a 2022, une année record pour Nintendo.
Capcom, un Resident Evil déjà record avec l'étude de cas. Je vous montrerai un peu mieux comment j'évalue les jeux vidéo, le secteur du jeu vidéo, et comment on va voir un peu comment un studio vend son jeu, quelles sont les métriques à regarder, ce genre de choses. Après, il y a quelques news de plus. Après, il y a record pour Twitch en mai avec 2,2 milliards d'heures de vues. On verra aussi ce que ça peut nous dire le record de Twitch, ce qu'on peut en tirer. Puis après, je laisserai un peu de place à vos questions. Voilà, on va y aller. Et on mettra sûrement une petite pub entre Nintendo et Capcom pour laisser un peu, pour faire un peu de flottement, ce genre de choses. Donc, let's go. Donc dans les ventes cette semaine, bon bah la PS5 repasse sous les 200 000, hein, la Xbox Series est à 112. Donc on voit en fait que il y a un peu d'élasticité sur la PS5, c'est-à-dire elle monte beaucoup plus haut et elle descend beaucoup plus bas. Elle a un range de vente qui est entre 180 et 235 en gros, hein, donc voire 240 suivant les stocks. Alors qu'en fait le range de la Xbox Series, il est beaucoup moins élevé. Il est souvent entre 95 et 120 grand maximum. Donc il est un tout petit peu moins élevé en nombre de ventes. En pourcentage, c'est un peu plus élevé. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, bah, il y a un assez gros... Là, cette semaine, par exemple, bah, il y a une capacité de Xbox à tenir ce que je vous explique depuis le début. C'est-à-dire, on vend... 2 PS5 pour une Xbox Series, et c'est le but. Là on est même un peu en dessous cette semaine, mais le but de Microsoft c'est d'arriver à tenir à peu près cette cadence pour avoir quelque chose de plutôt propre. Sur la Switch on est un peu remonté, 292, enfin presque 293 en toute petite hausse, hein, par rapport à la semaine précédente. C'est toujours bien tant que Nintendo est au-dessus des 300 000, c'est vraiment une bonne chose. Surtout que comme je vous l'ai dit et comme on va le voir, l'attraction pour Nintendo elle va surtout être en 2022. Vous avez un changement de paradigme entre 2021 et 2022. Je vous l'explique depuis très longtemps. Le problème qu'il y a souvent chez Nintendo, c'est que vous avez un essoufflement de la console avec un cycle très très fort au début de la console, beaucoup de jeux, ce genre de choses. Et après généralement Nintendo avait toujours du mal à faire vivre ce cycle de la console. Et du coup au lieu d'avoir un cycle qui faisait comme ça et qui était beau, vous aviez un cycle qui partait très haut, qui descendait, qui remontait un peu, et puis petit à petit le cycle il s'essoufflait très violemment. Et du coup quand vous étiez actionnaire de Nintendo, il y avait de l'intérêt à détenir l'action au lancement d'une console, à certains niveaux de jeu, mais la détention dans le temps n'était pas forcément quelque chose qui était rémunérateur, parce que justement à la fin du cycle, bah, Nintendo n'était plus rentable, et du coup elle était valorisée vraiment comme une value, hein. En plus vous êtes sur le marché japonais, donc vous avez une valorisation très à la casse, qui a fait que même Nintendo a fait des rachats de titres, ce qui est très très rare au Japon, hein. Donc ça vous montre bien l'extrémum qu'on peut atteindre. On l'a atteint par exemple à l'époque où ils ont sorti la Wii U, l'extension de la Wii. Bon bah là c'était catastrophique, et ils ont été valorisés un tout petit peu plus que leur cash à un moment, mais vraiment pas beaucoup plus. Après ils perdaient de l'argent, ce genre de choses. On se demandait s'ils allaient être capables de repartir sur un cycle. C'est toujours compliqué. Là ils sont en train de changer, et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qu'on va voir. Donc là vous avez les ventes. Alors ça correspond à la semaine de lancement, hein. C'est-à-dire on fait les semaines de lancement normalisées. C'est-à-dire on part là, c'est première semaine de lancement de la PlayStation 5 et vous avez la courbe en bleu clair. Première semaine de lancement de la Switch, vous avez la courbe en rouge. Première semaine de lancement de la Series X et vous avez en vert. Ce qu'on note tout de suite, c'est quoi? C'est que bon, la courbe de la PlayStation 5, elle est bien meilleure que les autres. Ça c'est normal. De façon assez fréquente, les courbes sont quand même toujours meilleures pour Sony que pour les deux autres. C'est très très rare les courbes, ou alors des fois vous avez la courbe de lancement les 2-3 premières semaines de Nintendo qui est un peu meilleure, mais c'est très très rare. Par contre, généralement sur la première année, hein, d'accord, donc sur les 48 premières semaines, vous avez toujours la Xbox qui fait mieux que, que Nintendo. Vous avez une capacité d'Xbox à impulser un démarrage qui est un peu plus rapide. Et là ce qu'on voit c'est que vraiment bah, la courbe de Xbox elle est moins bonne que la courbe de Nintendo. Et surtout on voit que sur la fin de la courbe, c'est-à-dire la semaine 37, il commence à y avoir des gros lancements sur la Switch, d'accord. Et là elle a fait un gros up, et si on continue à voir la courbe, elle est montée de façon très très agressive. Et donc là ce qui va se passer, ce qui va être intéressant, c'est de voir si
avec l'arrivée de Noël qui arrive, avec le fait qu'on se dise qu'il y aura peut-être un peu plus de composants, ce genre de choses. Est-ce que vous allez avoir une capacité à avoir une courbe qui va exploser, pareil que ce qu'il y a eu sur la Switch, mais pour d'autres raisons? Ou est-ce que vous allez toujours être capé dans cette croissance? Et la question, c'est que plus vous êtes capé longtemps dans cette croissance, c'est est-ce que les gens ils vont continuer à attendre la console? Ou est-ce qu'ils vont switcher? Est-ce qu'ils vont passer peut-être par PC? Ce genre de choses, et qui vont dire bah maintenant j'achète plus qu'un PC, ou qui vont dire j'ai un PC et une Switch, ça me suffit, je veux plus finalement la PS5. Plus le temps passe, plus le fait qu'on comprime la capacité de répondre à la demande, plus il y a un risque que certains joueurs décident de sortir du marché. A contrario, ce qui peut se passer aussi, c'est qu'il peut avoir la même chose que dans le luxe, c'est-à-dire que les gens ont une telle envie qu'ils vont tout le temps vouloir voir s'il y a la console en stock ou ce genre de choses, donc ils vont tout le temps être demandeurs. Dès qu'une console va être là, elle va être vendue, et ça va faire un effet d'entraînement et de rareté parce que tout le monde va la vouloir. Dans les cours d'écré, ça va être rare, ce genre de choses et tout. Ça, c'est quelque chose qu'on peut pas encore arbitrer hein, à l'heure actuelle. Quand on regarde les études des différents sondeurs et tout, vraiment, vous pouvez pas arbitrer. Il y a des pays dans lesquels il y a des joueurs qui étaient des joueurs Xbox ou des joueurs PS5 qui sont globalement passés sur PC. Il y en a d'autres où les attentes et les proportions à acheter la console à Noël sont bien plus fortes que ce qu'on avait les autres années et sur les générations précédentes. Donc c'est un peu complexe, on ne peut pas vraiment définir, mais c'est des choses qu'il faut regarder. Ça, c'est des choses qu'il faut vraiment regarder. Sur 2022, l'année de tous les records pour Nintendo. Donc pour ceux qui savent, on avait fait la première partie de l'E3 la semaine dernière, hein, celle qui était c'est les conférences qui avaient eu lieu avant le lundi, et là on fait la seconde partie. La seconde partie, il y avait du coup la conférence de l'E3 de Nintendo, hein, d'accord. Donc déjà on va faire un petit explicatif parce que j'ai eu quelques questions sur pourquoi est-ce que je dis que Nintendo a un moat considérable. Donc il faut comprendre que déjà vous avez les licences, mais surtout vous avez quelque chose qui est très très nouveau dans l'univers du gaming, c'est que vous avez une tendance des jeux à vite diminuer de prix. Même les jeux AAA colossal. Pourquoi? Parce qu'en fait vous les vendez très fortement au prix le plus cher. En fait les 2-3 premiers mois, voire les 4 premiers mois. Après, vous allez mettre un prix un peu moins cher et après, vous allez les brader. Généralement, c'est comme ça que le cycle est. Avant, le cycle était beaucoup plus long. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce qu'en fait, les éditeurs, ce qu'ils veulent faire, c'est que ceux à qui ils vont brader ou vendre à moitié prix le jeu, ils vont essayer de les convertir pour leur vendre des choses dans le jeu. En plus, c'est les achats in-game dont je vous parle. Donc en fait, la monétisation est beaucoup plus complète et sur un cycle beaucoup plus long qu'avant. Donc peut y avoir un intérêt de l'éditeur à vendre le jeu 30 € au lieu de le vendre 60 et à estimer qu'il va réussir à monétiser certaines personnes dans le jeu à hauteur de 100, 110 €. Ça dépend des jeux, ça peut être moins, ce genre de choses. Et qui va en vendre du coup un peu plus, donc qui va élargir son audience et donc au final, en valeur brute, il va être gagnant. De façon, même si parfois ça va diminuer un peu sa marge ou ce genre de choses, en pourcentage, en valeur brute, aussi bien en CA qu'en marge, il va être gagnant. Par contre, ce qu'on voit et ce qui est très très intéressant depuis qu'il y a cette technique, entre guillemets, cette stratégie, alors effectivement cette stratégie, on la voit pas chez Microsoft, en partie parce qu'il n'y a pas beaucoup d'achats in-game, hein. Chez Microsoft, c'est assez limité, on va dire, sauf sur certains jeux. Mais on voit une capacité qui est très très intéressante, c'est qu'alors que les autres coupent les prix souvent, vous avez une capacité de Nintendo de garder les prix hauts. Et vous le voyez avec, par exemple, vous allez prendre Zelda Breath of the Wild, vous allez toujours le trouver entre, allez, 35 si vous le trouvez vraiment pas cher et 50 €. Donc ça, c'est vraiment cette capacité qu'a Nintendo à maintenir le prix, c'est dû en partie au fait qu'ils n'ont pas d'intérêt à baisser le prix, ça d'accord, mais alors que tous les autres baissent le prix dans votre univers, bah, entre guillemets, vous pourriez être obligé d'adapter votre prix et d'adopter la technique de monétisation des autres. C'est ce qui s'est passé pour certains éditeurs qui refusaient de baisser les prix et de faire de la monétisation en jeu et qu'on finit par être obligé de le faire parce que quand vous êtes mis en concurrence dans les rayons ou sur les sites internet avec quelqu'un qui est 2 fois moins cher que vous avez moins de chances de vendre. Et au bout d'un moment, vous allez vous recentrer sur votre cohorte utilisateur la plus entre guillemets la plus fidèle. Et ça peut marcher qu'un temps donné, hein, qu'un temps limité. Donc en fait,
Ça, c'est vraiment un mode qu'on voit très fortement chez Nintendo, cette capacité à contraindre son marché et à être un peu en dehors du marché du gaming dans son ensemble. C'est-à-dire le marché Nintendo, c'est un marché atypique, avec une console atypique qui se drive un peu lui-même et qui se construit lui-même. Et ça, c'est vraiment assez exceptionnel. Vous avez ça dans quelques marchés de luxe, hein. Vraiment, on est dans des marchés, quand vous avez un acteur capable de driver son propre marché et quasiment de le construire lui-même, c'est de l'hyper rareté. Vous avez Disney qui fait ça, vous avez Hermès qui fait ça, mais vous êtes vraiment sur des entreprises assez exceptionnelles, hein, quand vous êtes à ce point-là. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant pour nous investisseurs parce que ça a une valeur dans le temps. Quand vous avez un actif qui est exceptionnel, bah forcément, il est moins facilement copiable. Donc après, pourquoi 2022 une année record? On va voir un peu plus tard. 2021, ce qui s'est passé, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est que il y a eu pas mal de jeux tiers qui sont sortis sur la Nintendo Switch. Ils ont profité des IP tiers comme Monster Hunter Rise, comme d'autres IP, et ils ont aussi beaucoup poussé sur soit des nouveautés, avec à la fin de l'année dernière Mario Kart Live, ce genre de choses, soit beaucoup aussi de jeux familiaux. Donc les jeux de sport, ce genre de choses, toutes les licences autour de Mario, voilà, Bowser Fury, ce genre de choses. Et là, ce qu'ils ont annoncé à l'E3 pour octobre, c'est quoi? C'est le nouveau Mario Party. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est quand on prend le cycle de vie des Mario Party, avant c'était des jeux qui sortaient beaucoup moins fréquemment. Là, ils en ont déjà sorti un il y a quelques années, ils en ressortent un nouveau. Donc vous avez une capacité aussi de Nintendo à accélérer le cycle où il relance ses jeux. Et ça, c'est très très intéressant parce que généralement avant chez Nintendo il y avait une pratique, c'était un jeu par console. Et maintenant vous voyez qu'avec la Switch ils sont capables de passer de un jeu à on va en faire deux ou trois. Et du coup vous avez des gens qui vont acheter le dernier et du coup vous allez créer de la valeur en plus sur votre parc d'utilisateurs. Parce que si avant ils achetaient un Mario Party sur toute la cycle de vie de la console, donc mettons c'était 5 ans, hein, bah maintenant ils vont peut-être en acheter 2 voire 3. Donc forcément vous augmentez votre pool de vente et votre temps de développement d'un Mario Party c'est pas 5 ans. Donc effectivement pour répondre à cette demande vous êtes obligé d'embaucher des devs, mais au final vous êtes quand même largement rentable. Donc ça c'est très très intéressant. Ce qui est intéressant aussi sur Mario Party, c'est qu'ils ont installé, ils ont ajouté le online sur cette version là. Enfin c'était déjà un peu avant, mais là c'est largement amélioré. Donc ça c'est intéressant aussi, parce que ce que je vous explique depuis le début, c'est que le problème principal de Nintendo, c'est qu'effectivement ils ont une activité cloud chez Nintendo qui est en train de débuter, qui, enfin c'est pas la meilleure, hein, clairement. Moi j'y joue en cloud chez Nintendo, c'est vraiment pas le top, hein. Vous avez vraiment les mêmes soucis que sur le live de Nintendo au global, c'est-à-dire que c'est vraiment pas la qualité de Microsoft ou même pas la qualité de Sony, hein. D'accord? Donc il faut qu'ils s'améliorent. Mais le fait qu'ils poussent de plus en plus de jeux à aller dans le online, ça montre aussi qu'ils ont compris ça et qu'ils ont une volonté de s'améliorer. C'est-à-dire que si vous amenez aucun élément sur votre online et qu'en fait vous le faites que quand les gens râlent beaucoup, 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 au bout d'un moment vous l'ajoutez et vous en foutez un peu, bah on sait que vous allez jamais rien en faire. Là, c'est un peu comme le mobile il y a quelques années quand ils ont sorti Pokémon Go. C'était une première étape pour eux pour aller dans le mobile. Ils commencent à construire des choses par-dessus. Et là, on commence à voir aussi que dans le online, ils commencent à avoir une volonté de construire. Alors après, encore une fois, chez Nintendo, ils vont jamais ou rarement être les premiers. Sauf pour des innovations de rupture. Donc l'utilisation de la AR, l'utilisation de la VR, ce genre de choses. Généralement, ils sont très présents. Mais par contre, dans tout ce qui est l'ajout de services, ce genre de choses, généralement ils sont plutôt après le marché. C'est-à-dire ils ajoutent le live après le marché, ils ajoutent leur magasin d'applications après le marché, voilà. Mais par contre, une fois qu'ils commencent à arriver dessus, ils commencent à obtenir une certaine taille, et avec cette taille, bah forcément, ils construisent quelque chose, et une fois qu'ils ont construit quelque chose, ils ont une capacité de créer de la valeur par-dessus. C'est un peu comme Apple qui est arrivé en retard sur le marché de la musique, qui a lancé son service de streaming de musique un peu plus tard, mais qui a réussi avec son écosystème à tout de suite avoir l'attraction et à passer devant Deezer, Tidal et toutes ces entreprises-là. Parce que du jour au lendemain, ils ont pu s'appuyer sur cette traction, comme Disney a pu s'appuyer sur sa traction interne pour lancer Disney+. Et voilà, bah, chez Nintendo, vous avez la même chose. C'est pas négligeable non plus, hein, ce côté jeux familiaux et tout, hein, parce que ça a déjà permis à Nintendo de faire une très très bonne année en 2020, hein.
Ça permet à Nintendo de faire, à mon avis, une très bonne année en 2021, d'après les ventes qu'on a eues de la console, ce genre de choses. Mario Party, c'est un jeu qui s'est vendu à 15 millions d'exemplaires sur la version précédente. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un réservoir encore de vente qui est assez important. Et il y a des jeux qui vont sortir autres que Mario Party. Il y a Mario Golf, ce genre de choses, on va voir après. Donc il y a quand même un certain nombre de jeux comme ça, familiaux, d'amusement qui sont en cours. Et donc ça c'est très très intéressant parce que ça veut dire qu'il y a un pipe de croissance qui est quand même assez fort. Même si on n'est pas sur des jeux qui vont se vendre de manière colossale. Donc ce que vous avez, c'est vous avez un Monster Hunter Series qui va sortir, Mario Golf. Vous avez eu la date de sortie du prochain Zelda, c'est 2022. Je vous en parlerai un peu après, c'est pour ça qu'on dit que 2022, ça va être le record. Vous avez Shin Megami Tensei 5. D'accord? Donc, on continue. Donc, pourquoi une année record pour Nintendo en 2022? Bon, alors, même si le 3 là de Nintendo n'a pas été colossal en jeu AAA. Hein, c'est pas été le truc où on a sorti l'artillerie lourde. Ce qui pourrait se passer en 2022 et en 2023, par contre, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que 2021 a vu l'utilisation de toutes les vieilles licences. Voilà, on a recyclé des jeux, on a utilisé tous ces jeux un peu, voilà, tous les Mario et toutes les itérations de Mario. On a fait tout ça. D'accord? Donc ils ont créé de la valeur là-dessus. Et en 2022, par contre, il pourrait y avoir beaucoup de choses qui vont sortir en plus. Donc vous aurez le Pokémon en Open World, Pokémon Arceus. Vous aurez Splatoon 3. Vous aurez le nouveau Zelda. Et Mario plus les lapins crétins. Donc vous avez vraiment un pipe pour 2022-2023 qui est assez important. Et vous avez aussi Metroid. Vous avez plein de jeux qui peuvent être annoncés et qui peuvent maintenir ce pipe. Donc déjà, on voit que malgré le fait que la console soit sortie il y a 3 ou 4 ans. Enfin, que la console soit sortie il y a 3 ans. D'accord? Vous avez toujours un pipe pour les 2 prochaines années. Ce qui change comparativement aux erreurs de la Wii et même aux erreurs de la GameCube. Donc vraiment, ça c'est intéressant. Vous avez une nouvelle console qui va sortir à Noël qui peut être encore une traction. Il faut voir si elle va être de qualité ou pas. Mais il y a encore potentiellement un peu d'essence à mettre dans le moteur Nintendo avec la sortie de cette console. Si en plus cette console, elle est boostée au niveau capacité graphique et qu'elle est vendue par un cycle de jeu 2022-2023 où vous allez avoir des AAA qui vont prendre appui sur ce côté graphique, parce que ce que je vous explique aussi, c'est que le problème de la Switch actuellement, c'est quand vous sortez Pokémon Arceus, ce genre de choses, vous voyez bien que la console, elle tout saute un peu, elle est à ses limites techniques. Donc là, en sortant la nouvelle, ce qu'il pourrait y avoir, c'est qu'il pourrait largement pousser des nouveaux jeux avec des nouvelles capacités graphiques et arriver et dire aux gens, bah on vous conseille de prendre la nouvelle pour pouvoir jouer optimalement au jeu. Et du coup, en plus de créer un nouveau cycle de vente de jeux, en fait, il créerait quasiment un nouveau cycle de vente de consoles, parce que peut-être que les jeunes auraient pas envie d'avoir le jeu avec la profondeur extrême, le machin, le truc, tout ça. Peut-être que quand on joue dans le métro ou ce genre de choses, on s'en fout d'avoir de la profondeur et ce genre de choses. Mais par contre, effectivement, quand on est à la maison sur le grand écran et tout, on aime bien être dans des qualités optimales. Et donc peut-être qu'on achèterait, en plus d'avoir l'ancienne console, la nouvelle, avec vraiment des choses très poussées dedans, qui nous permettent de jouer de manière optimale. Donc ça, c'est vraiment une stratégie qui est très bien faite. En plus, ils ont réussi à caler pas mal de nouvelles choses, hein, et de nouveaux jeux, surtout sur fin 2021 et début 2022. Ils ont réussi à mettre dans le pipe beaucoup de jeux, entre guillemets, qui correspondent à certaines communautés. Donc des jeux de JRPG, de ce genre de choses, ils ont été cherchés dans leur vieux catalogue. Et énormément, comme Advance Wars ou ce genre de choses, énormément de vieux jeux. Et ils les ont remis au goût du jour. Des fois des jeux qui sont pas très compliqués à faire. Le nouveau Metroid aussi qu'ils ont mis en place avant leur prochain AAA, qui est juste un Metroid entre guillemets basique entre les deux. C'est des choses intéressantes. Et à mon avis, c'est des choses qui vont réussir à bien se vendre, parce qu'elles sont assises sur des licences. Il y a des fans invétérés. Et du coup, ça permet à Nintendo
de se dire que bah, il va quand même réussir à pouvoir faire de la croissance, même si il n'est pas dans son cycle de triple A avec enfin avec le bateau qui est aux prises à fond dans le vent et qui va nous faire une croissance de dingue. Donc ça c'est très très intéressant pour les possesseurs d'actions Nintendo du coup, parce que ça veut dire que si 2020 a été une très bonne année, 2021 devrait être une année plus que correcte dans la ligne de 2020, et 2022-2023 pourraient être des nouveaux cycles de croissance. Or, la plupart des analystes, Nintendo a atteint le top de son titre qui correspond au top qu'il y avait eu sur la Wii. Hein. Donc c'est un peu plus de 60 000 yens l'action, hein, 70 000 yens l'action, et on en est assez proche. Du coup, il y a beaucoup d'acteurs au Japon qui commencent à vous dire c'est le top de marché de Nintendo. La question c'est, est-ce que Nintendo est capable de faire ce switch et d'aller chercher un nouveau top de marché un peu plus loin par rapport au cycle d'avant. Et moi je pense que vu ce qu'ils nous montrent là, ils ont cette capacité. Sachant qu'en plus c'est pas tout cette année. C'est pas tout. Vous avez aussi à Noël le MOBA de Nintendo qui va sortir, Pokémon Unit. Donc ça c'est très très intelligent, ça s'inspire un peu de League of Legends. Il va falloir voir si tout de suite il y a de l'attraction ou pas, mais dites-vous bien que League of Legends c'est un jeu qui vraiment au niveau chiffre d'affaires provoque beaucoup de choses. Et ça, cette envie qu'a et que monte Nintendo et ses différentes filiales d'aller sur de plus en plus de supports, alors qu'avant ils étaient vraiment on fait des jeux pour nos consoles et c'est tout, et là on fait des jeux pour PC, pour aller jouer, on fait des jeux sur mobile, et cette horizontalisation des jeux dont je vous ai déjà parlé, avec la stratégie d'horizontalisation à d'autres supports et à complètement d'autres marchés de Call of Duty, ou comme nous a annoncé Ubisoft avec The Division, cette capacité d'horizontalisation, d'aller créer des séries, plein de choses. C'est vraiment très très intéressant, et c'est ce qu'on voit se développer chez Nintendo à l'heure actuelle. Malgré le fait qu'ils ont été dans les derniers à faire ça, ils commencent à le faire, et comme ils ont des licences très très fortes, bah, même s'ils sont arrivés un peu en retard par rapport aux autres, bah, tout de suite leurs licences, quand elles sont horizontalisent, elles créent énormément de valeur. Donc là, Pokémon Unit, ça peut être un gros réservoir de croissance, hein. Vraiment un très très gros réservoir de croissance pour le groupe. Donc vous avez autre chose aussi, c'est que Nintendo, quand ils sont allés sur le mobile, ils y sont allés par eux-mêmes, ils ont un peu eu du mal avec leurs jeux en interne, et après ils y sont allés beaucoup par partenariat. Et un de leurs principaux partenariats, c'est avec Niantic, qui a été financé et par Google, on en a beaucoup parlé, mais aussi par Nintendo. En majeure partie, les fonds de Niantic, les deux plus gros apporteurs de fonds de Niantic à la base du projet, c'est Nintendo et Google. Nintendo est arrivé un peu après Google, mais il a mis plus de sous dans ses rounds, donc à la fin ça fait à peu près pareil. Il y a un peu plus de capital d'ailleurs maintenant pour Nintendo que pour Google. Mais ce qu'on voit qui est très très important chez Niantic, c'est que vous avez une capacité maintenant d'aller chercher les licences pour aller dupliquer ce qu'ils ont fait avec ce système de jeu en AR. Donc ils ont été chercher Harry Potter en licence. Après, ils ont été chercher Pikmin. Ils nous ont annoncé Pikmin. Là, ils vont chercher chez Hasbro Transformers pour créer une licence. Et ce qui est passé assez inaperçu, c'est que le CEO de Niantic a expliqué qu'ils avaient créé un deal avec Nintendo pour aller amener d'autres licences de Nintendo sur ce modèle-là. Donc ce qui est très très intéressant, c'est que vous avez cette capacité de Nintendo maintenant à créer entre guillemets à travers Niantic des jeux AR à la volée par rapport à ces licences. Et donc chaque licence pourrait avoir un intérêt. Bon, vous avez plus d'intérêt à Pokémon en jeu AR, mais Pikmin peut-être qu'ils vont faire quelque chose de bien. Puis peut-être qu'ils vont faire un Mario Party en AR où on se balade dans la rue, où on fait des mini-games, ce genre de choses. Et peut-être que tout ça c'est des choses qui vont valoir beaucoup d'argent. Donc ça c'est intéressant aussi, parce qu'effectivement là où ils étaient très en retard sur le mobile, bah, vous voyez qu'ils commencent à proposer une stratégie, et que cette stratégie elle est très différente de la stratégie des autres acteurs. Et du coup c'est peut-être une stratégie qui va créer beaucoup plus de valeur. Donc voilà. Après aussi, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde l'E3 de cette année, hein, on voit une chose qui nous fait dire encore que Nintendo a marqué des points, c'est que le pic de vue, donc c'est-à-dire le moment où il y a eu le plus de gens qui ont été connectés pour voir les annonces, hein, ça a été sur
sur les annonces de Nintendo, avec un pic de vue à 3,1 millions de personnes. C'est pas négligeable, parce que vous êtes vraiment sur du core gaming, entre guillemets, donc les gens qui viennent voir, c'est des gens qui ont la volonté de venir voir, il se passe vraiment quelque chose, et donc c'est des gens que vous avez plus de facilité à convertir. Vous avez Microsoft juste derrière avec 2,3 millions, vous avez Ubisoft, qui fait une assez bonne année avec 1.4, et après vous êtes tout de suite à 1.3 et à 1.20 pour Devolver. Donc ça c'est intéressant aussi, ça vous permet de vous situer dans le cycle. EA a décidé de ne pas faire sa conférence finalement et d'aller sur un événement un peu plus tard qui lui correspond. Sony c'est la même chose, c'est dommage cette année. Après c'est vrai que d'habitude ce qu'on vient chercher à l'E3 c'est vraiment les retombées d'articles en faisant jouer les gens et tout, et donc pour ça vous avez besoin un peu d'une relation physique, et que bon chez Sony et chez EA ils ont décidé que l'investissement en valait pas la chandelle. Moi je pense que c'est une mauvaise chose pour eux, mais ça ne regarde que moi. Capcom cap sur Monster Hunter. Donc je vous avais expliqué, ceux qui avaient déjà vu un peu les émissions précédentes, j'avais fait une émission où on avait parlé des résultats de Capcom et des autres sociétés, et je vous avais expliqué que Capcom avait cette volonté aussi d'horizontaliser la licence Monster Hunter. Alors après il y a les spécificités japonaises, au Japon ils ont les cafés Monster Hunter, ce genre de choses. Bon c'est vrai que en Europe on fait pas le café Call of Duty, on fait pas le café The Division, donc ça c'est des trucs très japonais, très typiques, hein. Les venues au Japon c'est vraiment très très apprécié, donc ça c'est des trucs très typiques, mais il y avait une volonté vraiment d'horizontaliser la marque en faisant des séries, en faisant des concerts, ce genre de choses. Donc voilà, donc là sur le 3 ils nous ont annoncé pas mal de choses sur Monster Hunter, surtout des updates entre guillemets, des choses qui sont gratuites, des choses qui sont payantes, vraiment avec, on voyait bien dans leur stratégie une volonté de faire poursuivre l'utilisation de la licence Monster Hunter, et entre guillemets de permettre aux gens de toujours jouer au jeu dès qu'il y a une sortie, en se disant on va leur offrir du contenu gratuit parce qu'après ils vont acheter le prochain Monster Hunter, ou ils vont payer dans Monster Hunter quelque chose. Et cette volonté de créer entre guillemets de mettre Monster Hunter tout le temps sur le devant de la scène en permanence, et d'y aller à tout prix. Donc il y a pas mal de choses qui se mettent en place sur Monster Hunter, c'est vraiment intéressant. Je vous l'ai dit aussi, c'est un jeu qui a beaucoup fait vendre la Switch là, hein, ces 3 derniers mois, donc c'est vraiment une très bonne chose pour Capcom, et ça montre vraiment cette volonté de mettre la licence Monster Hunter comme vraiment licence phare de la société. Il y a eu un autre jeu qui a été annoncé pour cet été, c'est The Great Ace Attorney. Donc ça c'est pareil, hein, c'est des jeux, voilà, la plupart des investisseurs européens les regardent un peu avec mépris, mais c'est des jeux qui se vendent à des millions d'exemplaires, hein. C'est des jeux où on est dans la peau d'un avocat, ce genre de choses. C'est des jeux très JRPG, mais qui ont un public qui est quand même considérable au niveau mondial. C'est-à-dire que vous allez facilement en vendre 3-4 millions d'exemplaires. Donc c'est quand même pas négligeable, et vous êtes quand même sur des titres. Voilà, après c'est des parties graphiques très forts, mais c'est des jeux qui sont excessivement rentables. Par contre, vous avez un défaut principal de ces jeux, c'est quoi? Le défaut principal de ces jeux, c'est que la communauté est très très exigeante. Donc vous avez des risques de vous planter qui sont assez forts. Mais par contre vous pouvez créer énormément de valeur parce que vous avez peu de studios qui ont des compétences là-dessus, vous avez très peu de séries qui sont là-dessus, et du coup c'est assez simple. C'est aussi des séries qui servent beaucoup, enfin des typologies de marché qui servent beaucoup aux studios indépendants, parce que comme ça vous coûte pas très cher de faire un jeu. Si vous avez vraiment une patte graphique intéressante et un univers que vous arrivez à créer, que vous arrivez à développer, vous pouvez tout de suite construire quelque chose, et donc construire un studio très important sur ces micro-marchés. Ça vous montre à quel point aussi ces jeux qu'on appelle de niche, bah finalement la niche devient considérable, parce que comme le marché du jeu vidéo s'est agrandi, si votre niche c'est 50 000 personnes en France, 50 000 personnes en Allemagne, 25 000 en Angleterre, 10 000 en Italie, 350 000 au Japon, 100 000 en Corée et tout, bah à la fin votre niche totale au niveau du monde c'est 3-4 millions de personnes. Et si vous vous dites que vous êtes dans une niche où les gens attendent vraiment votre jeu vidéo et tout, et que vous allez convertir à hauteur de 70-80%, bah tout de suite vous vendez 3 millions d'unités. Et c'est non négligeable pour un studio. En plus d'avoir
une capacité de dialogue qui est beaucoup plus facile, parce que comme vous savez très rapidement au bout de quelques années quels sont vos fans, bah pour les engager, pour les cibler et tout, c'est plus simple. Donc pour les prévenir de la sortie d'un jeu aussi, c'est plus simple. Entre guillemets, ce qui va créer votre valeur supplémentaire, c'est votre capacité à attirer des nouveaux joueurs vers ces jeux-là et à essayer de développer le nombre de joueurs qui sont touchés par ces jeux. Donc ça, c'est vraiment des choses très très intéressantes. Donc voilà, après il n'y avait pas grand chose de... Enfin il y avait beaucoup de Monster Hunter à la conférence. Donc je vais vous passer sur toutes les annonces de Monster Hunter. Je pense que le plus important c'est cette envie qu'a la société d'horizontaliser le jeu. Et encore une fois, bah, quand vous regardez les cours de bourse, vous êtes au plus haut historique. Pourquoi? Parce que justement, ils ont impulsé cette stratégie de remettre Monster Hunter en avant et de plus passer de on fait une licence, on l'utilise un an, puis après on va utiliser une autre licence, puis après on reprend la licence qu'on utilisait avant, et puis on fait des cycles comme ça. Et d'essayer de faire vivre dans la longueur Monster Hunter, ça plaît beaucoup à la bourse, et c'est aussi une très grande valeur, parce que si vous avez un jeu qui vit dans la longueur, qui est multiplateforme comme ça, puis que vous arrivez à l'amener sur mobile, ce genre de choses, bah, comme je vous ai montré avec Call of Duty, ça peut valoir plusieurs milliards, voire plusieurs dizaines de milliards de valorisation juste pour ce jeu, enfin pour cette licence et l'univers qui tourne autour de cette licence. Donc forcément sur une société de taille moyenne, un peu comme vous avez chez Capcom, c'est très très intéressant. Après, vous avez autre chose, vous avez eu la sortie du nouveau Resident Evil The Village, et la sortie s'est très très bien passée, donc elle a aussi poussé un peu le cours du studio, hein. Donc il nous a annoncé que ils avaient expédié plus de 4 millions d'unités. En vérité, bon, la semaine dernière je pouvais pas en parler, la semaine avant non plus, parce qu'il y avait beaucoup trop de trucs, donc j'en avais pas parlé. Mais maintenant, depuis, hein, il s'est passé un mois, quasiment un peu moins d'un mois, quelques semaines. Des infos que j'ai eu à droite à gauche, on serait plus sur 6 millions de copies vendues, hein, ou assez proche de 6 millions de copies vendues, entre 5,5 et 6. On était à 4 millions d'expédiés juste après la sortie, donc c'est quand même une très très bonne, un très très bon démarrage. Donc c'est là qu'on va faire l'étude de cas. Donc là vous voyez, c'est Resident Evil The Village. Donc là vous êtes sur un outil qui s'appelle SteamDB. Il en existe plein d'autres. J'ai pris celui-là parce que c'est celui qui, dans mes modèles, je mets le plus en avant et à qui je donne la plus forte pondération. Mais je vous encourage à utiliser tous ceux qui existent, parce que vous avez des fois certains qui sont plus précis que d'autres. Ça dépend des jeux, ça dépend de la typologie de personnes, ce genre de choses. Là en plus ça repose sur Steam. Vous en avez d'autres qui reposent sur d'autres supports que Steam, donc qui sont intéressants aussi. L'intérêt c'est d'utiliser le plus d'outils possible, et après entre guillemets de créer un peu votre soupe, et ça vous donne quelque chose. Si vous êtes plutôt quelqu'un d'agressif, vous pouvez prendre des targets de vente qui sont assez agressives. Si vous voulez gérer vos positions avec une vision assez conservatrice, bah vous allez prendre les nombres de ventes les moins hautes, et du coup vous allez voir un peu votre chiffre d'affaires comme ça. Donc encore une fois, le chiffre d'affaires que ça va vous donner, c'est des fourchettes, hein. C'est des fourchettes qui sont assez larges, mais ça vous permet dans le temps, quand vous avez ces fourchettes, de voir un peu comment le jeu évolue. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en utilisant ces outils, ça vous permet un peu de comprendre si le jeu se vend mieux que le précédent, s'il est plus vu sur Steam, ce genre de choses. Donc là, la courbe rouge, c'est le nombre de personnes qui regardent le jeu en train d'être joué sur Steam, et la courbe bleue, le nombre de personnes qui y jouent. Donc en fait, le pic sur le nombre de gens qui regardent le jeu, vous êtes un peu plus, enfin vous êtes au plus haut à 625 000 personnes sur Twitch. Généralement sur SteamDB, il y a des erreurs de 10-15%, donc vous pouvez vous dire que le plus haut sur Twitch, il a été entre 750 et 800 000. D'accord, le plus haut. Donc ça c'est intéressant, parce que on le verra un peu après sur le jeu, enfin sur la licence, sur le jeu qui était venu avant, donc qui était Resident Evil 5 de mémoire, hein. On verra, c'est marqué dans le titre du prochain, mais on était bien en dessous. Au niveau des ventes, c'est pareil, donc vous allez comparer en fait un peu toutes ces courbes. Ce qu'on va faire tout de suite, donc vous voyez là vous avez les courbes du précédent, donc vous voyez bien le précédent, le top Twitch, vous êtes autour de 200 000, un peu au-dessus. Donc ça veut dire qu'avec l'erreur et avec le fait que c'est un peu plus vieux et tout, donc il a fallu remonter les datas, vous pouvez vous dire que peut-être il y a eu des petites erreurs. Donc on était plutôt vers 350 000.
Mais ça veut quand même dire que vous avez doublé votre exposition sur Twitch. Donc ça, c'est assez intéressant. Quand vous regardez le nombre de joueurs, c'est la même chose qui s'est mis en place. Vous avez un nombre de joueurs qui augmente assez fortement. Ce qui est intéressant aussi, alors bon, là c'est masqué parce que j'ai mal pris mon screen, mais c'est que au cours de 2018, 2019 et surtout 2019 et 2020, en fait, le fait que Resident Evil sorte bientôt, ça fait monter l'utilisation des précédents. Donc ça veut dire que ça a alimenté un peu votre back catalogue. Mais vous voyez qu'entre guillemets, les ventes totales qu'on nous donne, c'est, allez, le plus bas est assez proche de 1 million et le plus haut assez proche de 3 millions, hein, enfin 2 millions 8. Si on reprend le slide d'avant, d'accord, vous êtes sur un plus bas qui est à 950, enfin à 500, pardon. Le plus bas est à 500 et le plus haut est assez proche de 3 millions. Donc ça voudrait dire qu'entre guillemets, en quelques semaines, vous avez fait ce que vous avez fait dans toute la vie de l'épisode d'avant. Et c'est confirmé par Capcom avec son communiqué de presse. Ce qui est intéressant, c'est de savoir combien de temps va durer cette traction. Est-ce que ça va s'installer? Est-ce qu'ils vont réussir à aller au-dessus des 10 millions? Pour le moment, tout ce qu'on voit, c'est qu'ils ont quand même très bien réussi leur coup. Et ils ont cette capacité, à mon avis, d'aller avant la fin de l'année à 10 millions de jeux vendus. Donc ça vous montre qu'ils seraient sur quelque chose qui double la première année. La première année de sortie qui double la valeur créée par le jeu par rapport à l'édition précédente. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant. Pour ceux que ça intéresse, des outils comme SteamDB, il y en a plein. Vous pouvez me contacter hein, par mail, par machin. Je vous ferai la liste. Je vous donnerai un peu tous. Il y en a des payants, il y en a des gratuits. Mais ça, c'est intéressant quand vous suivez des studios. Alors, plus vous allez suivre des studios qui ont peu de jeux, plus ça a d'importance parce que plus vous avez une capacité à vraiment comprendre est-ce que le jeu marche ou marche pas. Plus votre studio il va éditer un certain nombre de jeux, quand vous allez rentrer sur des choses comme Ubisoft, EA et ce genre de choses, vous allez avoir beaucoup de mal à modéliser les choses. Vous allez pouvoir modéliser le lancement d'un AAA et voir s'il a été bien lancé. Après, avoir la modélisation du chiffre d'affaires, c'est quand même quelque chose de très complexe et généralement vous aurez beaucoup de mal à l'avoir. Moi, je suis sur des données qui remontent de plus de 3 ou 4 ans. Et mes modèles sur ces gros studios, ils sont assez souvent, ils donnent assez facilement le point bas, hein, le worst case scénario. Ça, je l'ai assez souvent. Par contre, tout ce qui est au-dessus, généralement, je l'ai pas. Mais moi, ce qui m'intéresse justement, c'est ce worst case scénario. Donc, je cherche même pas à améliorer mon modèle parce que moi, je veux juste faire ma valorisation par rapport au pire possible pour la société, parce que je suis dans un segment de croissance entre guillemets. Et ce qui m'intéresse, c'est savoir. Je sais que ça va croître à long terme, mais quel est le point bas d'une société? Donc quand une société va assez mal ou a des jeux qui vont assez mal, ce qui m'intéresse c'est de savoir quel est le point bas pour voir est-ce que c'est intéressant de l'acheter en se disant que vous êtes sur le point bas, ce genre de choses. Et après, une fois que je suis dans le train, généralement je reste dans le train pendant très longtemps et j'en sors même quasi jamais. Donc voilà. Donc parlons gaming, après on va faire un peu toutes les news, hein. Bon alors il y en a beaucoup donc on va passer un peu certaines. Donc Ubisoft qui va déplacer le CEO du studio Massive, donc c'est le studio qui fait The Division et c'est cette horizontalisation de la licence The Division qu'on a vu en allant sur mobile, sur série, en film, en BD, ce genre de choses, donc qui vraiment va sur beaucoup de supports, un peu comme le fait Disney, avec des échecs et des réussites, hein, parce que c'est le principe de quand vous horizontalisez une licence, vous n'allez pas forcément réussir partout, mais vous allez réussir à certains endroits, et du coup ça va vous apporter de la valeur. C'est tout le principe des Marvel, de Star Wars et de ce genre de choses. Donc c'est intéressant, c'est que du coup, après avoir lancé le travail pour horizontaliser la licence, ils ont rappelé le CEO de Massive qui va prendre une position de stratégie chez Ubisoft. Donc à mon avis, c'est dans cette vision de soit créer tout un espace de service autour des open world, parce que je vous avais déjà expliqué que le fait qu'ils aient signé Avatar et qu'ils aient signé Star Wars pour en faire des open world, c'est des choses qui sont quand même très très intéressantes. Donc soit c'est quelqu'un qui va prendre le lead là-dessus et qui va essayer d'aller chercher des licences pour en créer des open world en disant chez nous, chez Ubisoft, notre
talent c'est de créer des bons open world, donc faites toute confiance avec votre licence, soit vraiment son but ça va être d'aller horizontaliser et lancer le chantier d'horizontalisation sur d'autres supports. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est que Ubisoft est souvent un studio qui était très on fait tout en interne, on recrute en interne et tout, et là ils ont dit que le recrutement du CEO de Massive serait fait en externe. Donc ça c'est aussi intéressant parce que je vous ai expliqué une partie du problème aussi d'Ubisoft, c'est qu'il y a eu des gros problèmes au niveau du harcèlement sexuel, ce genre de choses, et je pense qu'il y a à mon avis le studio est un studio très familial, un peu sclérosé par une direction et des gens qui sont là depuis très longtemps, et il y a un besoin un peu de renouveau. Donc ça c'est quand même une bonne chose pour l'actionnaire, hein, voilà. Sur Facebook, pour ceux qui avaient suivi, je vous ai expliqué que Facebook investissait beaucoup dans la VR parce que leur peur c'était que Internet passe par la VR au bout d'un certain moment et soit complètement absorbé par l'angle de la VR. Et je vous ai expliqué que c'était la pire peur de Mark Zuckerberg, donc c'est pour ça qu'il avait surinvesti dans la VR, même si c'était à perte pour le moment, parce qu'en fait il joue sa survie à très long terme. Donc il se dit, si il y a peut-être peu de chances qu'Internet devienne soit mangée par la R, mais si un jour elle le devient, on sera les leaders de ce secteur là, donc même si la plateforme Facebook a plus de valeur, c'est pas grave, on sera sur le coup d'après. Et ça c'est un truc stratégiquement c'est très intéressant. C'est pourquoi est-ce qu'il faut accepter que votre société investisse à perte de façon très violente dans quelque chose, parce que ça a la potentiel de disrupter le secteur précédent. On va prendre un exemple très simple, vous allez prendre Airbus. Airbus, si vous voulez, quand les gens disent à Airbus pourquoi est-ce que vous investissez dans les avions électriques, dans les avions hydrogène, ou même à une époque ils faisaient des prototypes pour faire des voyages dans l'espace, ce genre de choses, et ils ont arrêté. Moi je pense que c'est une mauvaise chose. Pourquoi? Parce que l'avenir d'Airbus c'est ça, l'avenir du secteur d'Airbus. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, mais on sait que l'avenir c'est là. Donc est-ce que vous préférez en tant qu'actionnaire vous dire je peux garder la société 30 ans parce qu'elle a investi dans l'avenir, ou est-ce que vous vous dites je veux qu'elle maximise ses cash flows maintenant, quitte à ce que plus tard elle soit obligée de payer beaucoup plus cher pour rattraper son retard, et peut-être qu'elle n'y arrive jamais, donc à long terme sa valeur tombe vers zéro. C'est quelque chose d'assez compliqué. Une chose est sûre, tous les parrains de la tech, hein, et tous les grands de la tech, même Bill Gates qui est plus trop chez Microsoft, ils ont cette vision de se dire qu'il faut investir dans l'avenir pour faire en sorte que la valeur temps qui est du coup une mauvaise chose pour une valeur pour une société, le plus souvent à très long terme, hein, on est sur des cycles de 25-40 ans, hein, ce qui fait que les leaders du passé ne sont pas les leaders de maintenant. Mais en fait c'est en train de changer avec la stratégie des sociétés de la tech, parce que ces gens là ils investissent dans le segment d'après pour que leur entreprise continue d'exister. Et ça on l'avait pas vu dans toute une optique de management, parce que beaucoup, surtout en Europe, vous expliquez qu'il faut maximiser ses cash flows quand on peut et essayer de rattraper le retard après. C'est un truc qui est en train d'évoluer. Donc ce qui est intéressant c'est qu'ils ont encore ajouté une brique chez Facebook, hein. Donc vous avez le lien là, je peux vous le mettre si vous voulez, le lien de la vidéo sur Facebook, je vous le mettrai dans le chat, hein, qui vous explique un peu cette vision. Ils ont lancé les premières expérimentations pour ajouter de la publicité en VR dans l'Oculus. Et donc ça vous montre un peu la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont acheté Oculus, ils créent une plateforme autour de la VR, ils commencent à y mettre des jeux, de plus en plus de choses, et maintenant ils vont commencer à y amener la publicité. Et du coup en fait ils font la même chose que ce qu'ils ont fait avec Facebook. Avec Facebook ils ont un peu mangé Internet, puis une fois qu'ils l'ont assez mangé, ils ont commencé à amener la publicité. Et bien ils reproduisent la même chose avec l'Oculus. Et leur but c'est de se dire que Oculus les sécurise de l'évolution d'Internet, en sachant pertinemment qu'ils savent que Facebook est sur un trend de décroissance à long terme, c'est-à-dire que l'utilisation de Facebook décroît avec le temps, vous avez de plus en plus de gens qui l'utilisent, mais les jeunes l'utilisent moins qu'avant, mais par contre les jeunes utilisent plus Instagram, ce genre de choses, donc ils sont sur d'autres relais de croissance, Messenger, Instagram, WhatsApp, ce genre de choses, qui va compenser l'érosion de Facebook, le site internet, et pour encore plus tard, c'est-à-dire dans les 25 années après, ils sont sur Oculus. Donc ils vous montrent que pour chaque révolution, les révolutions internes dans Internet, ils sont déjà présents avec
avec leur nouveau secteur. Et la question, c'est qui seront présents pour la prochaine révolution, donc par exemple les TikTok compagnie. Et pour l'évolution majeure d'Internet, le changement considérable de la consommation d'Internet, bah, ils sont sur l'Oculus et sur le prochain cycle. Après, est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort? Vous n'avez aucune certitude. Mais moi, je préfère détenir des sociétés qui investissent beaucoup dans le futur, quitte à ce que ça mange un peu des cash flows. Et de toute façon, quand on voit les cash flows de Facebook, bon, on n'a pas besoin de faire beaucoup plus non plus, hein, parce que vous payez 20 fois le cash flow extrait du cash. Donc s'ils arrêtaient de dépenser comme des gorées, on paierait quoi? On paierait peut-être 10 fois le cash flow. Ça vous montre aussi que ces sociétés, du jour au lendemain, elles arrêtent de dépenser, elles arrêtent d'innover. Elles ont un cours de bourse qui est assez peu, qui valorise assez peu. Donc ok, on aurait plus peur du futur, ce genre de choses, voilà. Mais est-ce que vous vous dites que dans 10 ans Facebook peut mourir? Absolument pas. Donc s'ils décident de choisir de faire du cash comme des fous et tout, ils peuvent vivre à mon avis sur un trend de croissance encore 5-10 ans. Après sur un trend de stabilité pendant, allez, encore 5 à 10 ans, et puis après ils vont commencer à décroître fortement. Donc qu'est-ce qu'ils vont créer comme cash pendant cette période? Bah, ils vont créer énormément de cash. Donc ça vous montre un peu la force de ces acteurs. Après vous avez le marché chinois de la console, ça je vous en parle beaucoup parce que c'est là que se situe la future croissance avec le marché indien. Je vous explique que le marché chinois est assez complexe et le marché indien aussi. Ça commence à devenir un peu plus simple. Ce qu'on voit aussi, c'est surtout que Tencent investit fortement sur le marché des consoles en Chine, hein. Et la croissance prévue d'après des instituts chinoises, ça serait de 5,9 à 6,5% par an pour atteindre en 2025 le nombre de 23,9 millions de joueurs sur console en Chine. Donc c'est vraiment considérable, c'est des choses qui sont intéressantes. Vous avez beaucoup de studios qui sont très peu présents en Chine, hein. Tous les gens comme EA, comme Ubisoft, comme Take-Two et tout, ils sont assez peu présents en Chine. Donc vous avez quand même un réservoir de croissance géographique qui est assez fort, en plus d'avoir un réservoir de croissance d'utilisateurs en Europe et aux États-Unis. Donc ça vous montre vraiment la possibilité pour ces acteurs-là et pour le secteur du gaming de créer de la croissance, hein. C'est vraiment considérable. Si on peut dire qu'au Chine, on est sur le plateau, sur les jeux en ligne sur PC ou sur les jeux mobiles, on a encore de la croissance sur le segment des consoles. Et si peut-être en Europe, on est un peu sur le top au niveau des consoles et on a converti tout ce qu'on pouvait, et après c'est juste l'augmentation de la population et le fait que les populations vieilles ne jouent pas aux jeux vidéo à l'heure actuelle et que les futurs joueront aux jeux vidéo parce qu'elles sont nées avec, qui fait que le marché augmente. Bon, par contre, ce qu'on voit en Chine, c'est vraiment des gens qu'on ajoute tous les ans parce qu'ils connaissaient pas et ils commencent à connaître, quoi. Et c'est un peu différent. Donc ça, c'est très très intéressant. On va sur Twitch, donc 2,2 milliards d'heures vues en mai, hein, un nouveau record. Donc là vous avez les changements au mois le mois. Donc je vous explique que c'est toujours très très intéressant. Je vous explique par exemple le côté très très puissant de la licence Grand Theft Auto. On l'a vu prendre de l'ampleur sur Twitch. Ça je vous avais expliqué. C'est une licence qui gagne plus d'1 milliard d'euros par an, rien qu'en vente in-game. Quelque chose qui n'existait pas il y a 7 ans chez Take-Two et qu'ils ont créé ces 7 dernières années. Et même c'est plutôt ces 3 dernières années qu'ils ont réussi à vraiment imposer ce modèle-là. Et toute l'émergence de ce modèle de monétisation dans le temps et de monétisation du online, on l'a vu prendre de l'ampleur sur Twitch. C'est-à-dire au début c'était un jeu qui était en deçà du top 10 et doucement vous le voyez prendre sa place. Donc ça c'est vraiment très très intéressant. Ce que vous voyez après, c'est que vous avez League of Legends et Valorant qui montent, hein. Vous avez Call of Duty Warzone qui descend, vous avez Fortnite qui descend, vous avez Counter-Strike qui remonte, vous avez Minecraft qui descend, vous avez Apex qui remonte fortement et vous avez Resident Evil qui est dans le top 10. Donc ça, c'est des choses que je vous encourage à toujours regarder parce que dans le trend de très long terme d'un jeu, c'est intéressant. Ça vous montre vraiment l'importance d'un jeu. Ça vous montre aussi l'importance qui est en train de devenir un e-sport. L'e-sport de League of Legends, l'e-sport de Valorant. Donc vous pouvez vous dire que par exemple, avant, League of Legends, ça écrasait tout. Et vous voyez bien que maintenant, League of Legends, ça écrase pas Grand Theft Auto, hein. C'est même plus bas. Et vous voyez bien que Valorant, qui est arrivé après League of Legends, mais qui est édité aussi par Riot, ça commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Et que Fortnite, qui était le jeu qu'on vous vendait comme le rouleau compresseur, ça a perdu de sa puissance et de sa force dans l'univers.
Après, encore une fois, c'est un jeu qui est très bien vu, qui est beaucoup joué. C'est pas parce que vous avez perdu une place dans l'univers que votre studio va faire moins d'argent ou ce genre de choses. Mais ça vous permet de vous situer comparativement aux autres et de voir un peu où est la valeur. Et du coup, c'est des choses qui sont intéressantes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que depuis quelques mois, même depuis un an, vous voyez qu'Apex Legends, qui avait fait un très bon parcours au tout début, qui avait très bien été lancé par EA, était retombé dans les bas-fonds du classement. Et depuis un an, il commence EA à être capable de repousser Apex vers le haut. Et du coup, ça, c'est très intéressant pour eux. Voilà. Donc, on va prendre les questions. Hein, s'il y a des questions. Hein. Et ben, Toubibke, très content de te trouver. Je suis très content que tu viennes aussi. Ah, t'avais plus ton mot passe Twitch? Ah bah ouais. Oh, on le retrouve assez facilement. Généralement, il vous le renvoie assez facilement. Voilà. Donc je vais vous laisser un peu de temps pour les questions. Ça a été assez rapide aujourd'hui. Hein, mais voilà. Je vais vous laisser 5 minutes, un truc comme ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Encore une fois, on peut parler de la stratégie des sociétés, mais il n'y aura aucun conseil. Donc me dites pas est-ce qu'il faut acheter Focus à ce prix-là, est-ce qu'il faut acheter Digital Bros, ce genre de choses. J'ai pas le droit de vous le dire. Il y en a toujours qui essayent, donc je le répète. Mais voilà, j'ai pas le droit de vous le dire. Mais si vous avez des questions sur le secteur, sur le marché, voilà, en tant que tel, je peux prendre vos questions. Voilà. Pardon. Donc comme d'habitude, hein, si vous aimez bien ce genre de format, donc on vous explique comment marche un marché, que vous aimez bien qu'on décortique les sociétés, ce genre de choses, vous pouvez vous abonner à New Tech Insider Europe. Donc vous cliquez sur le lien en dessous de la vidéo et ça vous permettra de vous abonner pour 59 €. Et tous les 2 mois, vous aurez un dossier où je décortique la stratégie de la boîte. Et puis après, je la suis avec les publications. Soit on décide de l'acheter ou de ne pas l'acheter. Et après, on fait le suivi. Voilà. Si vous avez... voilà. Quel est ton avis sur le MMO de Amazon qui est en dev? J'avais déjà expliqué que Amazon avait mis 500 millions d'euros dans le gaming et que pour le moment ils n'avaient rien montré. Leur MMO il a pris encore du retard. Ils ont annulé certains jeux qui étaient en développement chez eux. Ça vous explique, et c'est la même chose qui s'est passé chez Google. Google, ils sont allés chez certains acteurs du jeu vidéo, chez Ubisoft et tout. Ils ont débauché à coups de centaines de milliers d'euros certains talents. Et ils leur ont dit venez chez nous, on va lancer une console, ça va être du feu et on va casser le marché et on va être les génies du game. Et les deux se sont effondrés. Vous rentrez pas dans un secteur artistique et culturel comme ça. C'est pas juste on met de l'argent sur la table et il va se passer quelque chose. Malheureusement, je vous dirais que c'est de plus en plus la stratégie de certains. Surtout dans la tech. Combien de fois je vois des fonds, ils arrivent, ils me disent le mieux capitalisé est le gagnant sur un marché. C'est pas forcément vrai. C'est pas qu'une question du mieux capitalisé et gagnant sur le marché. Et puis ils vous disent toujours la même chose. C'est l'exemple de Uber qui a écrasé les autres et tout. Mais Uber, s'ils ont écrasé les autres, c'est parce qu'ils étaient les mieux capitalisés, mais aussi parce qu'ils ont fait preuve d'une stratégie et d'une capacité à jouer leur stratégie de manière optimale. C'est-à-dire ils ont été en front face à certains pour leur faire part de l'argent. En contrepartie, sur d'autres secteurs, ils ont gagné de l'argent. Ils ont été sortir de certains secteurs et ils ont pris des joint ventures pour plus être en conflit avec les gens. Enfin, ils ont mis tout en place une stratégie qu'ils n'auraient pas pu mettre en place s'ils n'avaient pas énormément de cash. Mais c'est pas juste le cash et payer cher des gens qui leur a permis de gagner le marché. Je pense que les GAFA, dans une grande majorité, ils sont encore dans ce système de on va aller prendre la compétence chez les autres, on va regrouper des acteurs de talent, on va mettre beaucoup d'argent et ça va bien se passer. Mais en fait, le jeu vidéo, c'est un cycle qui est très long. Et les GAFA, ils ont du mal avec les cycles qui sont très longs sur l'innovation. Donc, quand c'est des cycles de création de produits qui sont sur 3, 4, 5 ans où vous allez mettre beaucoup d'argent, bah les GAFA, des fois, ils ont un peu du mal. Ils ont... voilà, c'est un peu compliqué pour eux. Ils l'ont fait à leur début sur leurs premiers produits, mais c'est des gens qui ont plus l'habitude maintenant de créer des produits très innovants et puis de les mettre à jour petit à petit dans le temps. Et en fait, dans le jeu vidéo, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand vous voulez faire un triple A, bah vous allez investir pendant 5 ans sur votre jeu vidéo et au bout de 5 ans, vous devez sortir quelque chose. Et il y a
plein de soucis qui peuvent apparaître entre le début du projet et la fin du projet. Ça peut être des soucis artistiques, des soucis de développement, il y en a beaucoup. Donc vraiment, c'est très compliqué. Et du coup aussi, vous avez autre chose, c'est que là où il y a une capacité, entre guillemets, vous allez créer une API, par exemple, je sais pas, pour faire des CRM, donc des outils de relation client, hein. Donc vous allez acquérir des devs, vous allez payer des devs pour faire ça. Bah, vous avez 1000 devs chez Amazon, non, c'est pas du tout la vérité. Mais vous avez 1000 devs sur ce projet-là sur Amazon, ils en virent 500, ils en prennent 500 autres. Ils sont très vite efficaces et ils vont très vite créer quelque chose. Dans le monde du jeu vidéo, vous virez la moitié de votre équipe, vous recommencez avec des nouveaux, ça se passe pas bien du tout. Parce que vous avez beaucoup de mécanismes dans le jeu vidéo, des choses qui vont avec d'autres, qui sont dépendantes les unes des autres. Le jeu vidéo au niveau du développement, c'est vraiment quelque chose de très complexe. Et les gens ont tendance à penser que c'est plus complexe de faire des applications B2B que de faire du jeu vidéo. C'est faux. Un développeur qui fait bien du jeu vidéo, il a une compétence souvent de développement qui est dingue. Alors ok, il y a de plus en plus de choses qui sont créées à la volée dans les jeux vidéo par des systèmes qui automatisent la création des maps, ce genre de choses. Enfin voilà, il y a de plus en plus de choses faites avec de l'intelligence artificielle ou avec des pseudo-algorithmes vaguement entraînés, on va dire. Mais il y a quand même beaucoup d'humains derrière et c'est très compliqué. Non, mais je peux pas te dire si le MMO sera top ou pas. Peut-être que le MMO est déjà très bien et qu'en interne ils ont décidé de prendre juste du temps pour être sûr de sortir une tuerie. Je peux pas te dire, j'ai pas des infos qu'on a qui fuitent chez Amazon, c'est le bordel. Et c'est un peu le même bordel que chez Google à l'époque de Stadia. Moi je me souviens, hein, j'avais fait des articles à l'époque en expliquant que venir dans le secteur du jeu vidéo c'était pas si simple, que faire du cloud gaming c'était pas si simple non plus parce qu'il fallait quand même une très bonne connexion. Et moi je joue en cloud gaming sur beaucoup de choses, donc je sais à peu près combien ça prend la connexion, hein. Quand on est trois à la maison et qu'on joue tous les trois en cloud gaming, ma connexion elle tout saute, hein. Donc il faut qu'on joue pas en cloud gaming et qu'il y en ait deux qui amènent leur PC parce que voilà. Donc je sais comment ça fonctionne, donc je sais les limitations. Ça c'est aussi quelque chose d'important, c'est quand vous connaissez bien un secteur, bah, vous avez plus de connaissances que la plupart des invests face à vous. Parce que vous avez beaucoup d'investisseurs, ils vont investir dans un secteur mais ils ne le connaissent pas forcément ou ils ne connaissent pas les produits. Si vous connaissez les produits, si vous les utilisez, vous avez déjà plus d'infos que 80% des mecs en face de vous en bourse. Donc c'est déjà un gros avantage. Après il ne faut pas tomber amoureux de ces valeurs, ce genre de choses. Ça c'est autre chose. Mais si vous êtes serein mais que vous connaissez assez bien un marché, vous avez déjà beaucoup d'avantages par rapport à un concurrent. Mais je peux pas te dire est-ce que ça sera réussi ou pas réussi. Dans n'importe quel jeu tu me diras, je te dirai je peux pas te le dire. Tant qu'on n'a pas vu les premières bandes annonces avec des... Enfin bandes annonces, les premiers gameplays, ce genre de choses, je peux pas te dire si le jeu va être réussi ou pas réussi, hein. Ça, voilà. Est-ce que les évolutions chez Ubisoft le rendent sensiblement plus attractif? Bien sûr, Ubisoft est sensiblement plus attractif qu'il y a un an pour moi. La vision qu'on a d'Ubisoft maintenant, elle est plus attractive. L'horizontalisation sur Division, pardon. Le nouveau line-up de lancement, même si, comme je vous l'ai dit, il y a des choses qui sont décevantes, comme le fait qu'on n'ait pas de nouvelles de Skull and Bones, de BGE, ce genre de trucs. Bon, voilà. Après, il y a des très bonnes choses cette année qui ont été annoncées. Le fait que Disney, qui pour moi est un des faiseurs de roi dans le gaming, parce qu'il détient beaucoup de licences, et donner les clés du camion à Ubisoft pour faire un jeu en monde ouvert sur la licence Star Wars et sur la licence maintenant Avatar, ça nous montre quand même la confiance des bonhommes et la capacité d'Ubisoft à dire bon, on a une compétence, on peut la monétiser. Et dites-vous, si par exemple Ubisoft ils arrivent à sortir un Star Wars en mode open world tous les 3 ans, un Assassin's Creed tous les 3 ans aussi, et un Avatar tous les 3 ans. Bah, en fait, chaque année, vous avez une licence qui prend la suite de l'autre.
Et si en plus vous êtes capable de faire vivre les licences entre les moments où deux licences sortent en créant des choses in-game et tout, comme le fait GTA, combien ça vaut une boîte qui est capable de faire vivre comme ça des licences et qui a des licences très fortes en monde open world? Je peux pas vous le dire, mais ça peut valoir, ça peut valoir plusieurs dizaines de milliards. Mais encore une fois, vous êtes dans de la stratégie, donc ça vous donne la vision que veut faire la boîte. Après, je ne peux pas vous assurer que ça sera réussi. Donc après, c'est à vous de voir dans votre portefeuille. Est-ce que vous avez beaucoup de valeur gaming? Pas beaucoup. Est-ce que la vision et les ambitions d'Ubisoft maintenant vous paraissent plus intéressantes que les visions et les ambitions d'EA? Est-ce qu'il y a plus de risques dans les ambitions d'Ubisoft que dans les ambitions d'EA? En fait, c'est tout ça que vous allez machiner dans votre tête et sur vos papiers, et qui après vont vous dire, bah, je vais acheter plutôt telle valeur ou plutôt telle valeur. As-tu une hypothèse sur la suspension du cours de Volontis? Absolument pas. Je vous dirais que je ne fais pas de suspicion sur les suspensions de cours de bourse. Je sais qu'il y en a qui adorent ça. Il y en a qui sont des spécialistes aussi de l'investissement dans les thèses OPA, ce genre de choses. Moi, je vais vous dire, j'ai subi beaucoup d'OPA. Généralement, à chaque fois que je les ai subis, ça m'a emmerdé parce qu'en fait, je voulais pas les subir. Donc, et je pense que la thèse OPA, quand c'est vous qui avez les clés du camion, ça peut être intéressant de les jouer, parce que vous savez que vous avez les clés du camion, donc vous savez ce que vous allez faire. Quand vous êtes un fonds avec une stratégie et que vous pouvez impacter la stratégie de la société, c'est intéressant de jouer ce genre de choses. Quand vous êtes un particulier, à mon avis, les stratégies OPA, je pense pas que ça soit les choses qui soient les plus rémunératrices dans le temps. Voilà. Après, c'est des stratégies souvent qui sont à la value, ce genre de choses. Bon, moi, c'est des stratégies que j'apprécie pas beaucoup. Je trouve que le gain est assez limité pour un risque qui peut toujours arriver. Donc, je préfère me dire que j'ai du growth dans mon portefeuille et que quand une société se plante, bah, peut-être qu'elle vaudra 0, mais que quand une société réussit, peut-être qu'elle fera x10. Alors que vous allez quand même avoir peu de valeur où vous jouez l'OPA, où l'OPA va pas arriver et la société va devenir growth et va faire x10, quoi. Généralement, quand l'OPA arrive pas, vous prenez un tarpin sur les 6-9 mois de 30-40%. Et si l'OPA arrive, au mieux, vous êtes payé avec une surcote de 50%. Donc pour moi, le jeu, il en vaut pas vraiment la chandelle. C'est plutôt la cerise sur le gâteau, l'OPA. C'est ce que je dis toujours aux gens avec qui je suis et dans mes services. Quand on a une OPA, bah, c'est tant mieux. Mais voilà. Pour nous, le point central d'une OPA dans ma vision, c'est qu'est-ce que ça va changer à la stratégie de la société. C'est pas vraiment le prix ou pas le prix ou machin, enfin tout ça, c'est anecdotique dans le long terme, on va dire. Si je pense que ça peut apporter des choses à la société, l'OPA, et que ça apporte pas trop de risques, je vais être plutôt pour. Si je pense que l'OPA apporte beaucoup de risques, je vais vendre. Et si l'OPA réussit et que le mec veut me sortir, bah de toute façon, je remballe mon slip et je suis obligé de vendre. Donc bon, et comme l'AMF fait tout pour que les gros puissent vous racheter le plus facilement possible maintenant, sauf à avoir des sociétés qui ont 80% de flottant, la plupart du temps, quand quelqu'un veut vraiment vous racheter, il vous rachète et vous avez le droit de rien, quoi. Donc bon, c'est un peu... Et ça, c'est très triste d'ailleurs. Penses-tu que l'on va vers un marché en range ou qu'on a une direction qui va se dessiner à court terme? Oh là là. Oh, non, non. Alors, si c'est pour ce genre de questions, Psyshot, Payshot, pardon. J'ai cru que c'était un S. Payshot, pardon, j'ai pas bien vu. Je peux pas te répondre. Alors, déjà, pour l'AMF, ça serait vu comme un conseil. Hein? Et de deux, même si pour l'AMF c'était pas vu comme un conseil, s'il y a bien une chose que je réponds jamais aux gens, c'est que je sais pas où va un actif. Le prix d'un actif, j'en sais rien. C'est désolé pour la notif. Le prix d'un actif, je ne peux pas le connaître à long terme. Donc je vous dirai pas, je vous sortirai pas la soupe de certaines personnes en vous disant bah ça va aller à 60 000, ça va revenir, ça va faire un range, ce genre de choses. J'en sais rien. Il y a beaucoup de choses qui peuvent intervenir dans le monde des cryptos et qui peut tout changer. Il suffit d'un tweet d'Elon Musk d'ailleurs, ça vous montre un peu, voilà, à quel point le monde est devenu un peu fou. Après, je vous dirais que il faut un tweet d'Elon Musk pour faire bouger tout le compartiment crypto. Il suffit d'un tweet de Powell pour faire bouger tout le compartiment action et tout le compartiment obligation qui est 3 fois plus gros que le compartiment crypto. Donc tous ceux qui critiquent les cryptos en disant il suffit d'un tweet d'Elon Musk, enfin voilà, Elon Musk c'est le banquier central des cryptos, un peu comme les autres. Enfin,
Ça change pas grand chose. Et le sérieux des gens, je vous dirais que la Banque Centrale du Japon nous a expliqué il y a une semaine et demie, un peu plus, il y a 2 semaines, pardon, qu'elle allait arrêter ses rachats d'actions. Hier, le Nikkei est tombé de 3%, et le soir même, on avait appris que la Banque Centrale japonaise avait acheté pour plus de 60 milliards de yens de TF du Nikkei. Donc, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Le sérieux à notre époque. Et tant mieux d'ailleurs, parce que ceux qui disent la Banque Centrale du Japon s'est reniée sur ses propos, mais qu'est-ce qu'ils voulaient? Si la Banque Centrale n'était pas intervenue, peut-être le Nikkei il serait effondré de 6%. Est-ce que c'est logique? Est-ce que ça sert l'économie à long terme? Et non. Si le Nikkei perd tous les jours 0,50, à mon avis, la Banque Centrale, elle s'en fout. Par contre, vous pouvez pas vous permettre d'avoir une telle volatilité parce que c'est là qu'il y a des problèmes et qu'il risque d'y avoir des cassures. Les acteurs de marché ont du mal à se mettre à jour automatiquement, ce genre de choses, et c'est là que peut arriver les couilles. Donc c'est très bien que les banques centrales fassent l'effet de stabilisateur et permettent au marché d'arrêter de descendre d'un coup comme un ascenseur, parce que dans les marchés actuels et dans la finance comme on l'a créé maintenant, quand vous descendez d'un coup sec par ascenseur maintenant, vous créez beaucoup de casse. Donc ce que demandent les banques centrales, c'est qu'on descende par escalier comme on est monté par escalier, et c'est une très très bonne chose. Enfin voilà, c'est une très bonne chose. Alors après, il y en a qui vous diraient c'est plus du libre marché, c'est plus ceci, c'est plus cela. Moi je m'en fous que ça soit du libre marché ou pas. Ce que je veux, c'est que quand je sors, je puisse continuer à aller acheter mon pain et tout, hein. Parce que tous ceux qui vous disent je veux du libre marché et tout, mais si le libre marché ça nous amène à tous s'entretuer parce que la banque centrale a pas fait ce qu'il fallait au bon moment, et qu'il y a une inflation monstre et que tout le monde est à la rue, je vous dirais que bon, voilà. Donc tous ceux qui vous parlent un peu à chaque fois de ce genre de choses, voilà, faut les remettre un peu à leur place, hein. Moi c'est ma vision. Donc je suis pas capable de vous dire si les cryptos vont latéraliser ou pas. Ce que je peux vous dire, c'est qu'intellectuellement, au niveau technique dans les cryptos à l'heure actuelle, il y a un grand changement qui se passe. Quel est ce grand changement? Quand on regarde 2017-2016, l'utilisation de la techno-crypto, c'était pour deux grandes choses qui étaient mises en avant. C'était quoi? Vous aviez le partage de fichiers contrôlé. Voilà. Ça, c'était assez B2B et assez peu utilisé. Vous aviez la signature contrôlée, ce genre de choses. Mais ça aussi, c'était assez B2B, assez peu utilisé. Mais vous aviez deux grandes familles. C'était quoi? C'était la digitalisation d'actifs financiers. Donc les bourses en mode ouvert et en mode cotation continue. D'accord? Et vous aviez tout le secteur de la PropTech, donc le fait qu'on digitalise les titres de propriété, de logement et tout. Sur ces deux secteurs-là, vous aviez un problème assez important, c'est que déjà vous aviez une législation qui était très 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 violente. Donc vous aviez des difficultés des acteurs crypto à se mettre en norme avec la législation. Et en plus, comme vous étiez sur un certain nombre de petits acteurs qui contrôlaient le marché, c'est-à-dire que par exemple ceux qui contrôlent le marché de la signature de la signature des actes notariés, c'est les notaires. Ils n'ont aucune envie de mettre ça dans la blockchain. Donc ils vont tout faire pour compliquer ça. Donc en fait, quand vous créez votre produit, vous êtes obligé d'aller contre le marché. Et ce qui s'est passé ces 9 derniers mois et même ces 1 an et demi derrière nous, et ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a eu un changement radical. On est passé de cette vision de la crypto B2B à la crypto vraiment B2C. Et à travers deux vecteurs très importants, c'est la DeFi, donc la finance décentralisée, qu'on a monté, au lieu d'être sur l'échange d'actifs financiers, on est rentré sur le monde du crédit, et surtout du microcrédit, et de tous les supports de microcrédit comme ça. Et tout ça, on va viser les petits acteurs du monde de la finance, ce genre de choses. Donc vous n'allez pas viser les gros de la finance, donc vous avez moins cet effet rétif à l'innovation de certains qui contrôlent le segment et qui n'ont pas envie que les choses changent. Et vous avez un autre secteur qui a beaucoup explosé, c'est les NFT. Et là, c'est la même chose. Ce que vous allez chercher avec les NFT, c'est l'utilisation la plus large possible de votre application par un nombre de gens le plus large possible. Ce que vous voulez, c'est pas forcément que quand on vend un Picasso, on utilise les NFT, mais c'est que quand on vend des cartes Pokémon, les cartes Pokémon deviennent des NFT. Donc votre marché, il est très B2C. Donc on a eu un pivot ces 5 dernières années de, entre guillemets, d'actifs qui étaient calqués pour avoir une utilisation B2B vers des actifs qui sont calqués pour avoir une utilisation B2C.
Et donc ça, c'est des choses qui sont très très intéressantes parce que ça vous montre vraiment une façon de repenser l'univers. Et c'est très très intéressant. Pourquoi? Parce que quand on regarde un peu ce qu'a fait la NBA avec la blockchain Flow, à travers des NFT liés à la NBA, il y a beaucoup de gens qui n'utilisaient pas les cryptos, qui ont utilisé les NFT de la NBA. Et vous en avez quelques-uns qui n'utilisaient pas les cryptos, qui ont été convertis par la NBA au NFT et qui après se sont convertis aux cryptos en général. Donc ça, c'est des choses très très intéressantes. Alors on est encore au tout début parce que la blockchain Flow, par exemple, l'utilisation des NFT dans le monde du basket, ça a commencé au début de la saison dernière. Donc ça nous demande de voir est-ce que la saison prochaine ça va pas péricliter, ce genre de choses. Mais moi je pense que si on voit qu'il y a une continuité d'utilisation par exemple dans la NBA de ces NFT, que ces NFT continuent à avoir de la valeur, qu'on continue à avoir des échanges comme on a des échanges avec les cartes Panini, ce genre de choses, à ce moment-là, on aura vraiment une utilisation dans le temps et il y a des choses qui se passent. Et on voit quand même qu'il y a des gens qui parient dessus. Le fait que SoftBank ait mis beaucoup d'argent dans Sorare qui est lié à la blockchain et au NFT, c'est quelque chose de très très intéressant. Et vous avez beaucoup de gens qui pensent à ça. Quand vous voyez, par exemple, vous avez Griezmann, bah, Griezmann il achète beaucoup de cartes de joueurs sur Sorare et il investit énormément sur Sorare. Et il vous dit, bah, peut-être que ça va pas marcher, mais si ça devient le prochain Panini, bah, une carte de Mbappé maintenant il y en aura très peu et dans 10-15 ans Mbappé il arrêtera de jouer et ces cartes elles vaudront des trucs exceptionnels comme les cartes Panini de Platini valent énormément d'argent. Donc avec en plus une simplicité d'usage qui est colossale et une capacité de continuer à utiliser les cartes alors que les cartes Panini une fois que vous les aviez vous les mettez dans un classeur et c'était fini. Bah, les cartes Sorare vous pouvez l'utiliser pour faire opposer des joueurs, pour créer des équipes. Vous avez une intelligence artificielle qui va modéliser les matchs, qui va vous dire si vous avez gagné, perdu, ce genre de choses. C'est vachement intéressant. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Donc c'est vraiment très 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 intéressant au niveau technique ce qui se passe. Après je pense qu'on était un peu en surchauffe dans les cryptos. Voilà. Pour ceux qui me suivent, vous savez que les cryptos, je suis plutôt en mode investisseur DCA. Donc c'est-à-dire que tous les mois, je mets la même chose dans les cryptos et je varie juste quel crypto j'achète ou ce genre de choses. De temps en temps, quand vraiment mon portefeuille il a beaucoup monté et que j'ai envie d'investir sur d'autres choses, acheter de l'immobilier ou ce genre de choses, je sors un peu de mes cryptos. Mais c'est vraiment pas, j'ai dû sortir 2-3 fois des cryptos, voilà. Après j'ai gagné énormément d'argent avec les cryptos, donc c'est un peu différent. Mais moi, je peux pas vous dire est-ce que ça va monter, est-ce que ça va descendre. Moi, ce que je suis, c'est l'utilisation. Et tant que les gens continuent à l'utiliser, tant que les gens continuent à miner du Bitcoin ou ce genre de choses, ce qui m'intéresse, c'est combien coûte le Bitcoin à miner, combien on utilise le réseau, combien les mineurs gagnent des échanges sur le réseau, combien ils gagnent du minage, est-ce qu'il y a des choses qui sont incohérentes. Moi, je vous dirais que ceux qui vous annoncent le Bitcoin à 10 000 $ à l'heure actuelle, à long terme, c'est pas tenable. C'est-à-dire 10 000 $, c'est pas ce que ça coûte de miner un Bitcoin. Et ça voudrait dire que, entre guillemets, les frais de transaction, ils devraient monter et enfin, c'est pas possible. À long terme, le réseau serait pas stable. Donc ceux qui vous annoncent ça, bah, entre guillemets, soit ils pensent qu'il va y avoir moins de transactions sur le réseau, c'est possible, hein. Soit ils pensent que le réseau va complètement s'effondrer. Donc à ce moment-là, il faut qu'ils arrêtent de nous annoncer 10 000 $ et qu'ils nous annoncent 0 $. Mais on peut jouer le fait que le réseau Bitcoin va s'effondrer, hein. C'est possible, hein. Moi j'y crois pas, mais c'est possible. Mais par contre, moi je pense qu'il y a beaucoup plus de chances qu'on convertisse de plus en plus de gens. Parce qu'encore une fois, on est en Europe. Les gens y réfléchissent avec leur vision d'Européens. Donc nous, on a de l'euro dans le porte-monnaie. On va le lundi de janvier chez le boucher, on paye 5 € notre bout de viande. On va le lundi de juillet chez le boucher, on paye 5 € notre bout de viande. À quelques centimes près. Vous êtes au Brésil ou en Turquie, vous payez 10 lire le premier lundi de janvier et vous allez peut-être en payer 45 le premier lundi de juillet. Donc la valorisation des actifs est différente. L'inflation, c'est pas la même partout. Alors en plus, si vous vous dites que l'inflation arrive en Europe et aux États-Unis, il vaut mieux avoir des cryptos. Parce que les cryptos, c'est déflationniste. Donc vous préférez avoir des actifs déflationnistes que des actifs inflationnistes. C'est... voilà. C'est la base. Sachant que tous ceux qui vous disent que l'or est un super moyen de se protéger, l'or c'est une convention, hein. Au même titre que le Bitcoin est une convention.
Bitcoin c'est une monnaie de réserve. Pourquoi c'est devenu une monnaie de réserve? Parce que les gens sont d'accord pour se mettre ensemble autour de la table et dire Bitcoin c'est une monnaie de réserve parce qu'on lui donne une valeur. Fondamentalement, le protocole Bitcoin il a peu de valeur et il a peu d'apport technologique. Autant autant l'Ethereum il y a une valeur technologique. L'or, je vous annonce demain, hein, si SpaceX est capable d'envoyer des fusées dans l'espace et est capable d'attraper des petits rochers ou ce genre de choses et de les ramener sur Terre de manière safe et tout, alors ça vous paraît fou, mais c'est possible à 15-20 ans, hein, ces angles-là, bah, vous avez plus d'or dans l'espace que ce que vous avez de flotte. Donc qu'est-ce que vaudra l'or dans 30 ou 40 ans si on arrive à aller l'exploiter ailleurs dans l'espace et que ça nous coûte pas très cher? Bah pas grand chose. Voilà. Donc c'est une convention. Ce que je veux vous dire, c'est pas que c'est ce qui va arriver à l'or, parce qu'il y a beaucoup d'aspects technologiques avant que l'or perde sa valeur. Mais notre convention, c'est que l'or a une valeur. Mais l'or a assez peu de valeur. Le cuivre a une valeur, parce que le cuivre, on l'utilise. Le palladium a une valeur. Mais l'or, c'est assez peu utile. C'est pas un minerai d'utilité. Donc vous êtes face à... Pardon, encore une fois. Vous êtes face à l'inflation, vous avez un minerai d'utilité. Bah, vous avez un hedge contre l'inflation. Parce que ça veut dire que si les gens veulent de plus en plus de voitures, bah, le prix du palladium va monter. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent le palladium. Mais tous ceux qui vous annoncent la fin du monde et qui vous disent acheter de l'or... Et je vous dirais qu'à mon avis, c'est des gens qui n'ont pas très bien compris la mécanique de création de valeur à très long terme et d'innovation à très long terme. Voilà, les cryptos la gardent comme les Chinois disent stop. Oui, oui, alors ça, c'est comme je disais pour les banques centrales tout à l'heure. Le président de la BOJ, il est venu, il nous a dit, nous on n'achète plus d'ETF. Et hier, ils en ont acheté parce que le Nikkei se pétait la gueule. Donc, ce que vous disent les banques centrales et tout ça, ça peut varier du jour au lendemain. Moi, je me souviens, hein, il y a quelques mois, Erdogan, il est allé à la télé avec le gouverneur de la banque centrale de Turquie et elle a dit plus d'échange de crypto chez nous. Voilà, vous pouvez plus en acheter en livres turcs et vous pouvez juste sortir les sous. Et ils avaient même dit, si vous continuez à aller tous sur les cryptos et qu'on voit une utilisation un peu plus forte, on va mettre le verrou et il n'y aura plus du tout de crypto chez nous. L'utilisation des cryptos en Turquie, elle a explosé et il a rien fait. Hein, voilà. Et même si les exchanges turcs, ils ont fait faillite, vous avez des exchanges qui se sont remontés à côté et tout. Et la volonté de casser le secteur du gouvernement, elle n'a pas marché. Et les Chinois, il y a un peu moins de 8 ans, il y a 6 ans, ils ont fait la même chose que ce qu'ils faisaient là, en disant les mineurs, ils n'ont plus le droit de miner, ce genre de choses. 6 mois plus tard, ils sont revenus en arrière. Donc bon, voilà. Il faut faire attention dans les cryptos, ce que disent les gens, ça peut vite varier. Effectivement, les banques centrales n'ont pas envie de perdre leurs compétences. Après, je pense que les banques centrales ont beaucoup plus peur de perdre leurs compétences avec des GAFA qui viendraient avec leurs propres cryptos qu'avec les cryptos qui existent à l'heure actuelle et le Bitcoin. Et je pense qu'en plus, il y a un problème aussi fondamental, c'est que les gens se sont déjà installés sur le marché avec du Bitcoin et ce genre de choses, et éteindre le marché du Bitcoin ou dire du jour au lendemain vous n'avez plus le droit de l'utiliser, ça vaut plus rien, ça devient une crise systémique. Parce que vous avez des acteurs de la finance qui sont hedgés par-dessus, vous avez beaucoup de choses qui se mettent en place, et ça c'est compliqué. Et c'est des choses, donc vous pouvez pas juste appuyer sur un bouton et dire on va éteindre les cryptos. Ça plaît à Erdogan, ça plaît à Trump, c'est des visions un peu de mecs qui croient qu'on est sur une télécommande de télé, qu'on appuie sur le bouton pause, sur le bouton arrêt, et que tout s'arrête et que tout décide parce qu'eux ils ont décidé que. Mais non, non, les cryptos maintenant c'est un truc, autant il y a 5-6 ans on pouvait peut-être tout arrêter en appuyant sur le bouton pause, autant maintenant ça s'est tellement généralisé, il y a eu tellement de choses que ça serait très difficile de mettre sur pause. Et ça créerait d'énormes problèmes économiques. Et vous pouvez pas dire juste tous ceux qui vivent des cryptos ou toutes les entreprises liées aux cryptos, elles vont mourir. C'est pas possible. Vous pouvez plus tuer un secteur qui a pris autant d'ampleur comme ça. Et en plus, le problème que vous allez avoir, c'est que vous allez avoir des pays qui vont dire oui, d'autres qui vont dire non. Donc les cryptos vont continuer dans les pays qui vont dire oui. Dans les pays qui vont dire oui, bah, ils vont continuer à envoyer des cryptos dans les autres pays. Donc il faut que vous monitorez votre internet. C'est très compliqué de monitorer son internet.
Ouais, vous rentrez dans des trucs très très complexes, hein. Très 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 complexes. Du coup, on avait fait. Alors, voilà, est-il possible de parler des cryptos? Ça, j'ai répondu. Tu penses quoi de cette idée d'impôt minimal poussée par Biden? Je pense que c'est une très bonne chose. Je pense que plus tout le monde va converger vers un impôt minimal et quelque chose comme ça, plus on va donner de la ressource aux États, plus c'est des choses qui vont mettre un peu en égalité toutes les entreprises. Je pense pas forcément que l'État fasse une bonne utilisation de nos ronds. Mais je pense par contre que quand une société paye 5% d'impôts et l'autre en paye 10, vous n'avez pas une justice et vous n'avez pas une égalité. Et parfois, pour pouvoir payer 5% d'impôts, il faut être quelqu'un de spécial ou il faut être d'une certaine taille pour avoir les certains conseils qui vous permettent de payer 5%. Et je pense que ça, c'est pas égalitaire. Et moi, je suis quelqu'un qui pense que la stratégie des entreprises et tout, elle doit être cadrée par un environnement législatif qui est égalitaire pour le plus possible pour tous les acteurs. Et si vous n'avez pas d'égalité pour tous les acteurs, c'est pas vraiment quelque chose de sain. Elon Musk, il ferait bien de tweeter pour accélérer son chantier de construction en Allemagne. Ouais, bah, c'est là qu'on arrive en Europe, quoi. Il y a du bois, il y a des insectes, on n'a pas le droit, vous comprenez. Il y a une petite tortue, c'est rare comme espèce, on peut pas la pousser. Donc quand on veut construire un gros truc, ça marche pas, quoi. Sur ton dernier article, Agora, tu parlais de l'antitrust, tu en parlais particulièrement d'Amazon. Sera-t-elle impactée sur les récents mouvements de réglementation US ou penses-tu et que penses-tu de l'évolution de l'antitrust en Europe? Je répondrai que tous les acteurs seront impactés, plus les acteurs comme Amazon qui ont une vision très croissance, donc c'est-à-dire qui ont une volonté d'aller sur d'autres secteurs, parce que la première chose qu'on va leur dire, c'est vous n'avez plus le droit de vous étendre si on fait ça. Je pense pas qu'on va les découper. Alors vous le verrez, comme j'ai expliqué, c'est une série, hein, cet article. Donc il y en aura d'autres derrière, avec des explications, ce genre de choses, et des exemples. Il y a l'exemple de Snapchat un peu avec son côté acquisition de l'innovation pour couper la concurrence de ses adversaires avant qu'elle arrive, ce genre de choses, un peu comme l'a fait Facebook avec Instagram. Donc vous allez voir que c'est très très intéressant au niveau de l'acquisition de techno, ce qu'ils font pour battre leurs ennemis, hein. Enfin leurs concurrents, parce que c'est pas vraiment des ennemis. Mais voilà, donc je pense que il y a deux supports qui seront les plus, enfin trois grandes classes qui seront les plus impactées dans l'antitrust. C'est, on leur demandera de payer un minimum d'impôts, on leur demandera d'arrêter d'acheter des concurrents sur d'autres marchés, et on leur demandera d'acheter des technos sur les marchés sur lesquels ils sont présents. Donc forcément, pour Amazon, ça sera compliqué. Après, est-ce que Amazon en interne peut développer ses propres technos? Oui. Est-ce qu'Amazon a encore de la croissance possible sur ces marchés? Bien sûr que oui. Est-ce que, donc, voilà. Le pire pour Amazon, c'est qu'on le découpe. Mais c'est très très compliqué de découper Amazon. Comme je vous l'ai dit, c'est pas comme l'industrie au 19e et au 20e siècle. Au 19e et au 20e siècle, on découpait des sociétés de chemin de fer et des sociétés pétrolières. On disait tel puits de pétrole appartient à tant, tel chemin de fer appartient à telle personne, et puis c'est fini. Là, en fait, vous avez une imbrication telle, c'est-à-dire vous avez le site Amazon qui repose sur Amazon Music, qui lui-même repose sur AWS, qui lui-même repose sur machin et tout. C'est très compliqué. Donc découper des acteurs comme ça vous demande vachement plus de temps et de compréhension du système que avant sur les acteurs du chemin de fer ou ce genre de choses. Vous vouliez découper un acteur du chemin de fer au 19e siècle, vous vous mettiez autour de la table et en une semaine c'était décidé. Là vous pouvez pas faire ça avec les acteurs de GAFA, c'est pas possible. Donc c'est beaucoup plus complexe à découper. C'est vraiment une autre type de législation. Donc voilà. L'antitrust européen, bah, c'est pareil, je pense que c'est comme l'américain, il évoluera. Je pense que on sera sur les mêmes choses, hein. Fiscalité, croissance technologique et donc captation de la valeur future d'un marché en achetant de la technologie et augmentation de sa taille dans le marché en allant sur des marchés connexes. Voilà. Question portefeuille. Quel pourcentage de cash tu conseilles d'avoir sur un portefeuille afin de renforcer anormalement? Déjà, je renforce très rarement des dossiers qui ont baissé anormalement parce que j'en trouve toujours d'autres à acheter. Donc voilà. Je peux pas répondre non plus à ta question de manière optimale parce que ça serait considéré comme un conseil en investissement. La plupart du temps, j'ai assez peu de cash, personnellement. Après, c'est une gestion très personnelle. Je suis souvent très fortement investi, c'est-à-dire au-delà de 90%. C'est ma vision de gestion, elle convient pas à tout le monde. Je vous conseille d'avoir la vision qui vous correspond le plus. Je renforce très rarement des dossiers qui ont baissé.
Parce que j'ai beaucoup de dossiers, donc j'ai beaucoup de dossiers qui montent, qui baissent, ce genre de choses. Je pars du principe que quand j'ai pris une action, je n'ai pas forcément envie de me surexposer. Voilà. Généralement, j'ai d'autres dossiers aussi qui m'intéressent. Donc il y a beaucoup de gens qui vous diraient ouais, concentre-toi sur les 3 dossiers dont tu penses qu'il y a le plus de potentiel. Moi je vous dirais que j'étudie des dizaines et des dizaines de valeurs, et si vous me demandez sur ces dizaines et dizaines de valeurs d'en choisir 10 qui ont plus de potentiel que les autres, je sais pas très bien quoi dire. Quand il y en a beaucoup qui me regardent et qui me disent je sais pas comment t'arrives à trouver 35 belles valeurs dans le marché mondial, je leur dis bah moi je peux t'en trouver 150 et encore j'ai même pas besoin d'ouvrir mes bouquins. Donc voilà. Alors après, il y a les systèmes de cycle, j'investis pas dans celle-là parce qu'on n'est pas dans le bon cycle, dans le bon machin, mais des belles valeurs, j'en connais beaucoup. Il y en a qui sont chers, il y en a d'autres qui sont pas chers, ce genre de choses, mais voilà. Un des problèmes majeurs, c'est aussi les stablecoins centralisés. C'est un point faible majeur en cas de répression gouvernementale. Oui, 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 oui. Effectivement, c'est un problème majeur. Après, les stablecoins, de toute façon, c'est vraiment ce qui fait le plus peur aux banques centrales à l'heure actuelle. Les stablecoins, c'est vraiment une manière de jouer. Après, je pense que si demain, la Banque Centrale Européenne fait un stablecoin euro, tout le monde a confiance et que toutes les plateformes de crypto utilisent ce stablecoin, je vous dirais qu'à mon avis, qu'on s'amuse à faire de la spéculation sur le Bitcoin, la Banque Centrale, elle s'en foutra un peu, hein. Tant que les acteurs financiers s'amusent pas de manière considérable, et tant que les acteurs particuliers sont pas tous leveragés à 350% là-dessus, ils vont pas se poser de questions. À mon avis, je vous dirais que la Banque Centrale Américaine, elle est plus concernée par le fait que les Américains ils achètent de l'immobilier à crédit comme des tarés et qu'on risque d'avoir une bulle comme en 2008, que parce que il y a quelques universitaires américains et quelques jeunes américains qui s'endettent sur 30 générations pour jouer avec le Bitcoin avec des effets de levier x 10 000 quoi. Bien que jouer avec des effets de levier x 10 000 sur le Bitcoin, c'est une grande connerie. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous me dites la Banque Centrale Américaine, son problème c'est les cryptos, elle va intervenir sur le marché des cryptos. Je vous dirais que la Banque Centrale, son problème c'est l'immobilier et qu'elle va intervenir là-dessus. Et que ils en sont conscients. Ils sont capables de mettre des limites. Alors ok, il y a tous les acteurs qui vous diront la taille du marché des cryptos. Mais la taille du marché des cryptos dans l'univers global financier, c'est peanuts cacahuètes, on s'en fout. C'est systémique. Mais dans les trucs systémiques, c'est moins systémique que les autres, quoi. C'est voilà. C'est un peu comme si vous êtes policier, vous avez un mec qui a 110 sur l'autoroute au lieu de 100, et vous avez un autre qui a 250. Vous allez, si vous devez choisir qui poursuivre, vous allez choisir de poursuivre celui qui a 250 parce qu'il est plus dangereux que celui qui a 110. Voilà, c'est un peu la même chose. Antarcite, eh ben bonne soirée à toi, Antarcite. Juillet, c'est un dossier à toi ou à Eden ou à Étienne. Non, ça doit être Étienne. Parce que là, juin, c'était moi, je crois. Je sais plus. Ou c'était mai, le mien. Non, c'était mai, le mien. Donc juin, ça doit être Étienne. Et juillet, ce sera moi, du coup. Je crois que c'est ça, hein, oncle Samuel. Il me semble que c'est ça. De toute façon, tu regardes qui a fait le dernier dossier. Et bah, comme tous les 2 mois, on tourne. Bah, tu rajoutes un mois et voilà, tu auras ta réponse. Tu peux développer sur l'immobilier US. Mais bien sûr, les gens s'endettent à fond de nouveau. Le prix de l'immobilier US, il a explosé. Et comme vous avez une capacité de vendre votre immobilier qui est très rapide, en fait, ce que font les gens, c'est que là où avant ils avaient une maison qu'ils ont acheté 200K, ils peuvent la vendre 400K. Ils la vendent 400K, ils ont de l'apport, ils vont acheter une maison à 800K. Mais la maison à 800K, avant, ils vendaient 600K. Et vous avez un effet d'emballement qui se met en place. Et du coup, vous créez une solvabilité qui est un peu artificielle. Parce que le mec qui avait une maison à 200K, à qui vous allez prêter, par exemple, je sais pas, qui va acheter une maison à 800K, et qui, sa maison à 200K de base, il l'a vendue à 400K. Donc il va emprunter 400K. Mais avant, il empruntait que 200K ou 100K. Et il était solvable sur ça. Est-ce qu'il va être solvable sur un emprunt de 400K? Bah pas forcément. Mais vous lui prêtez parce qu'il apporte quelque chose, et donc que vous êtes sécurisé à hauteur de 50% de l'apport. Le problème, c'est que si la maison repasse à son tarif de base, et que le mec est plus capable de vous payer, bah c'est pour votre pomme. Vous êtes perdant en tant qu'emprunteur. Enfin, en tant que finance. Pardon. En tant que financeur.
Donc oui, le prix IMO des États-Unis, il est bien plus problématique. C'est pour ça que quand vous voyez les mecs sur les plateaux de télé, vous parlez des cryptos, vous parlez du prix des GAFA ou de ce genre de choses. Voilà. Stressez-vous sur le prix de l'immobilier, c'est bien plus important. Ça c'est pareil que ceux qui stressaient il y a quelques mois sur le prix du bois de construction, hein. 1500, ils vous disaient, j'en voyais déjà qui disaient 3000, 4000, 5000, c'est l'inflation à fond les ballons. Au final, on est passé de 1500 à 800 et peut-être que dans quelques semaines, quelques mois, à mon avis, on sera à 500 et puis dans 2-3 mois, on sera revenu au point de base. Ce qui est dérangeant, c'est les inflations un peu non contrôlées. Donc sur les prix de l'immobilier, vous avez une inflation non contrôlée. Sur tous les métaux précieux qui sont liés à la transition énergétique, bah, vous avez une inflation incontrôlée parce qu'il y a de plus en plus de voitures qui sont des voitures électriques ou ce genre de choses. Donc là où par exemple avant vous alliez utiliser X de palladium, bah, si maintenant vous utilisez 4 fois X de palladium par bagnole produite, bah forcément si vous produisez pas 4 fois plus de palladium, le prix va exploser et vous allez avoir une tension dans l'utilisation. Donc vous avez un besoin de recycler les anciens métaux qui est de plus en plus fort, ce genre de choses, et la capacité de se mettre en conformité avec le cycle est très complexe. Autant dans le pétrole, dans le bois, ce genre de choses, vous voulez ouvrir des puits, vous voulez abattre des arbres, c'est assez rapide. Vous voulez ouvrir des mines de palladium, c'est long, hein. Il faut les trouver, il faut les ouvrir, il faut augmenter la capacité des mines en question, ça prend un certain temps. Donc la plupart des métaux précieux, vous avez des ressources, c'est-à-dire vous avez les mines qui ne fonctionnaient pas à 100%, donc il y a encore de la capacité pour aller chercher de la valeur en plus, mais vous êtes sur certains métaux, sur des choses qui sont... Vous êtes à la limite, c'est-à-dire vous êtes à 85-90% d'utilisation des mines, vous pouvez passer difficilement à 100% parce qu'il y a quand même des besoins de sécurité, ce genre de choses, donc vous pouvez augmenter de 5-10% peut-être, et après il faut trouver des nouvelles mines. Et ça, trouver des nouvelles mines, bah, c'est pas simple, hein. Ça vous demande de faire de la recherche et vous êtes sur le temps de la recherche géologique, quoi. Vous n'êtes pas sur le temps des marchés. Donc ça, oui. Après, c'est pareil, ceux qui vous parlent de l'inflation en vous disant les salaires US et tout. Pourquoi les salaires US, ils montent? Mais parce que la moitié des Américains qui sont au chômage, ils touchent plus au chômage que s'ils n'étaient pas au chômage. Mais quand demain ça va s'arrêter, vous inquiétez pas, les fast-food, les trucs comme ça, les gens ils auront recommencé à trouver du monde. Voilà. Vous avez la même chose. Euh, Pourquoi est-ce que là récemment il y a les pilotes il y a des compagnies aériennes américaines qui ont pas qui sont obligées de supprimer des avions parce qu'elles n'ont pas de pilote. Mais pourquoi ça? Parce qu'elles se sont amusées à licencier comme des gorées pendant la crise et que certains pilotes, soit ils ont décidé de partir en retraite après avoir eu leur période de chômage, soit ils se sont recyclés ailleurs, soit ils ont commencé et ils se disent bah moi je veux travailler moins ou je veux gagner plus et tout. Donc ça fait de l'inflation. Mais ça c'est parce que les compagnies elles ont pas géré optimalement leurs effectifs. Et que l'État a pas fait ce qu'il fallait. C'est-à-dire si l'État américain avait été intelligent, il aurait fait un peu comme les Allemands et les Français. Il aurait dit restez travailler, on va vous payer pour rester à la maison, mais vous restez dans l'entreprise dans laquelle vous êtes. Et quand ça va reprendre, on va lentement vous faire reprendre. Ils ont pas fait comme ça les Américains et c'est un peu con. Mais toutes les sociétés qu'on fait comme ça, les Français, les Allemands et tout, l'inflation au niveau salarial, vous la trouvez assez peu. Et c'est vraiment dans des secteurs très localisés. D'ailleurs, c'est les secteurs dans lesquels on n'a pas laissé les gens dans les entreprises qui posent des problèmes. C'est les secteurs comme la restauration où vous avez des gens qui ont décidé de poser leur démission de leur secteur, de leur emploi, qui ont pris un chômage et qui se sont reconvertis et qui se sont mis dans autre chose. Mais ça va s'ajuster. Les gens vont être obligés de payer un peu plus les salaires. Ça va faire revenir des gens qui touchaient moins. Bon, à mon avis, dans 2-3 ans, on n'en parlera plus. C'est pour ça que c'est une inflation transitoire. La construction d'inflation des maisons US, c'est beaucoup plus problématique pour moi. Parce que c'est un truc qui peut s'auto-entraîner jusqu'à ce que ça pète. Et quand ça pète, ça fait très très mal. Intéressant d'avoir Vivendi pour UMG. On en parlera, ouais. Je suis en train de tout lire les documents, j'ai pas tout lu, donc je préfère pas en parler encore. Bon, pour moi, c'est pas le meilleur deal qu'aurait pu avoir Ackman. Enfin, à mon avis, il voulait faire un deal. Après, comme UMG, c'est pas trop valorisé, c'est une bonne chose pour lui, hein.
Donc voilà. L'inflation semble plus long-termiste aux US que chez nous. Oui, oui, bien sûr. L'inflation est beaucoup plus long terme aux US parce que la stratégie du gouvernement américain était moins optimale. Qu'en plus, ils ont mis du fuel dans la machine, un peu comme des demeurés, au moment pas forcément le plus optimal. Et qu'ils vont fuel encore plus la machine avec leur plan d'infrastructure. Et qu'ils n'ont pas mis en place les mécanismes entre guillemets pour retenir l'inflation sur certains marchés. Donc s'ils continuent à faire comme ça, ils vont nous prendre une bulle immobilière colossale qui va exploser dans 3-4 ans. Même peut-être avant. Mais je pense que la Banque Centrale Américaine elle est au courant de ce qu'elle fait. Je pense qu'ils vont mettre en place leur plan et qu'après, doucement, ils vont remonter les taux, ils vont être un peu plus agressifs. Mais à mon avis, justement, beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est qu'il va y avoir un découplage considérable entre la politique monétaire des pays en voie de développement, qui vont être obligés de suivre les États-Unis, et des pays comme la Chine, le Japon et l'Europe, qui vont être des zones monétaires qui vont toujours continuer à avoir un taux de directeur assez bas, qui peut-être va remonter un tout petit peu, mais qui va pas remonter de manière très très forte. Et donc vous allez avoir vraiment une différence monétaire qui va être considérable, mais qui après sera rattrapée par les Américains. Parce qu'une fois qu'ils auront un peu restabilisé leur inflation, ils repartiront très vite dans l'autre sens. Parce qu'ils vont réavoir le problème de trappe à liquidité comme on l'a en Europe et en Asie. Mais dans le cycle, ils sont un peu différents parce qu'ils ont une population qui est plus jeune, ce genre de choses. Ils ont un cycle un peu plus dynamique. Mais vous allez voir qu'ils redescendront très très vite. Non, j'ai pas d'avis sur les cours boursiers. Moi, j'ai des avis sur les sociétés. Est-ce que le top c'est maintenant? Est-ce que le top c'est après? J'en sais rien. Je sais pas dire. Je suis pas graphiste, je suis pas enfin graphiste. Je suis pas chartiste, je suis pas Nicolas Chéron, je suis pas voilà, j'en sais rien. Moi ce qui m'intéresse c'est les entreprises, la stratégie des entreprises. Ce que j'achète dans ma vie de tous les jours, c'est des entreprises. J'en achète dans le privé, je fais des LBO, voilà. Moi ce que je connais c'est la gestion d'entreprise, la stratégie d'entreprise, le reste je connais pas donc voilà, j'en parlerai pas. Je fais des paris. Je dis que je pense que le palladium va être un métaux qui va monter, ce genre de choses, que le cours de telle action va monter parce que la société est bien gérée, ce genre de choses. Mais par contre, voilà. Non, je suis investisseur. Je fais comme Warren Buffett. Warren Buffett, il s'en fout du cycle. Il investit dans des sociétés. Moi, je suis un investisseur. Et un investisseur, c'est un VC. Tous les autres qui commencent à vous dire est-ce que ça peut monter à 60, est-ce que ça monte à machin, eux, c'est pas des investisseurs. C'est des spéculateurs ou des traders. C'est deux choses différentes. Mais la plupart, ils se font passer pour des investisseurs. C'est comme les gérants de fonds français. Ils vous disent ah, je vends un peu parce que c'est le haut du cycle pour mes clients, machin. Je veux pas être exposé au haut du cycle. Mais à ce moment-là, vous vous dites pas investisseur. C'est des gens qui sont stratégistes et qui font des stratégies de trading ou des stratégies d'arbitrage. Ils sont arbitragistes ou ce genre de choses. Mais ils sont pas investisseurs. Moi, je suis investisseur. Dans les valeurs cotées, dans le non coté. Mais je suis investisseur. Après, je viens du VC, si c'est ce que tu veux dire. Mais mon investissement n'est pas forcément que du VC. Dans le VC, on va chercher assez rapidement la technologie et les nouvelles technologies. Or, moi, je ne vais pas chercher forcément que la technologie. Je peux faire des investissements qui sont très très value. Donc, je me vois plus comme un investisseur avec un angle VC. Donc voilà. Mais je pense qu'il faut mettre les bons mots. Et attention, encore une fois, si vous êtes un trader ou si vous êtes un spéculateur, ça n'a rien d'immoral ou de mauvais. Mais il faut savoir se définir. Pour gagner de l'argent, il faut savoir se définir. Essayez pas de vous monter le bourrichon. Si vous vous dites, moi ce qui m'intéresse c'est j'achète Orange parce que c'est le moment des values, puis après je vais acheter la grosse, puis après, et tous les 2 mois je change complètement mon portefeuille, et vous faites du trading. Vous faites pas du trading à la journée, mais vous faites du trading arbitrage suivant le cycle. Vous faites du macro trading à la limite si vous voulez. Enfin ce genre de choses. Mais vous êtes un trader. Ou vous êtes un arbitragiste à la limite. Mais vous n'êtes pas un investisseur. Moi comme je suis investisseur, je suis serein. Est-ce que le CAC qui va à 7000, est-ce que le CAC qui va à 5000, j'en sais rien. Par contre, les sociétés que j'ai en portefeuille, que le CAC qui aille à 5000 ou que le CAC qui aille à 7000, je peux vous dire que je les aurai toujours en portefeuille. Après,
c'est plus intéressant de les avoir en portefeuille si le CAC qui va à 7000 que si le CAC qui va à 5000. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais ça, je vous dirais qu'après, ça s'équilibre dans le temps. C'est-à-dire, comme j'ai confiance dans l'économie, que j'ai confiance dans mes entreprises, je sais que même si le cycle est baissier à court terme, au bout d'un moment, la valeur va toujours se retrouver dans mes entreprises. Donc peut-être que certaines vont baisser de 30-40% parce que je les ai achetées au plus haut du cycle. Mais comme je vais les garder 3, 4, 5 ans, bah en fait, au final, elles auront fait x2, x3. Et ok, bon, ok, j'aurais dû les acheter au bas du cycle. Mais comme je sais pas quand est-ce qu'est le bas du cycle, je m'emmerde pas avec ça. J'utilise des screeners pour trouver les sociétés. Et après, la seule chose qui m'intéresse, c'est des sociétés dont je pense qu'elles font la bonne stratégie dans leur marché. Soit pour maintenir leur part de marché si c'est des sociétés que j'achète pas cher, soit pour gagner des parts de marché. La plupart du temps, je cherche toujours des sociétés qui gagnent des parts de marché. Même sur des secteurs en crise. Et j'aime bien les sociétés très technologiques qui sont dans des nouveaux marchés et qui commencent à nous montrer des phases de croissance. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup, ça. Et ça, c'est des très très belles valeurs. Après, c'est des valeurs qui sont devenues très chères aussi. Voilà. Et ben voilà. Et ben du coup, on a fait 50 minutes de questions. Je pense que c'est pas mal. Moi, j'ai le sport qui va commencer. Hein. J'ai signé mon petit truc là. Donc, je vous souhaite une très très bonne soirée. On se dit à la semaine prochaine, hein, pour la suite des aventures du jeu vidéo. Hein. N'hésitez pas à m'envoyer des questions à la-rédaction-tech@publication-agora.fr si vous avez des questions. J'en lis, il y en a certains à qui je réponds. J'essaye toujours de répondre au plus possible aux gens. Hein. Voilà, bon après quand vous m'envoyez juste des félicitations, des trucs comme ça, suivant les jours, je réponds pas. Enfin, j'essaye toujours de répondre. N'hésitez pas à me relancer si vous avez une question et que j'y ai pas répondu. Après, si c'est des choses qui concernent des valeurs ou des choses comme ça, bah des fois je vous réponds pas ou je les renvoie vers Étienne. Je sais qu'il y a des gens qui me posent des fois des trucs sur des valeurs du secteur vert ou du pétrole. Bon, comme c'est pas trop mon truc, généralement je les renvoie vers Étienne. Donc ça après, je sais pas combien de temps il met pour traiter les questions, ça doit dépendre un peu de son taf en ce moment. Donc voilà. Je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à la prochaine fois et je suis très content d'être avec vous. Bye bye.